L'année 2020 marque un tournant catastrophique dans la mystérieuse histoire de l'humanité. Cette année-là, des portails vers d'autres dimensions ont commencé à apparaître. Des portes ont commencé à apparaître, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire dans ce monde paisible. L'ouverture du portail a déclenché une terrifiante vague d'attaques qui menace la survie de la Terre. Les gouvernements humains du monde entier ont donc envoyé des soldats pour enquêter sur ceux qui se cachaient derrière les portails, mais étrangement, aucun d'entre eux n'a réussi à revenir après avoir franchi les portails. La situation est devenue encore plus chaotique lorsque les portails sont devenus rouges. Au même moment, toutes sortes de monstres sont apparus, avec une force écrasante qui a réduit à néant toutes les armes modernes. Dès lors, les monstres ont commencé à massacrer les humains sans distinction. Cependant, au milieu du chaos, quelques humains sélectionnés ont reçu des dons sous forme de force et de compétences de la part d'êtres transcendants. Ils étaient connus sous le nom de chasseurs, dotés de pouvoirs extraordinaires pour combattre les monstres et sauver l'humanité. L'extinction de l'humanité. Avec les chasseurs en première ligne, l'humanité a commencé sa contre-attaque. Le salut de l'humanité semble désormais être entre les mains de chasseurs puissants, dotés de divers pouvoirs leur permettant de combattre les monstres. Parmi ces innombrables chasseurs, il y avait un personnage extraordinaire connu sous le nom de Roi Démon, qui se distinguait des autres chasseurs par sa capacité à se développer de manière indépendante grâce à la chasse, et par ses qualités particulières de joueur. Les soldats immortels et la domination du feu ne sont que deux exemples des nombreuses manifestations des chasseurs. Mais l'immense pouvoir que possède ce seigneur démon est redouté même par les 12 héros dotés de pouvoirs extraordinaires qui se font appeler dieux. Cependant, grâce à l'influence des 12 plus grands héros, les héros dont la force avait été largement surpassée par ce roi démon ont commencé à s'unir et à se battre contre le roi démon, l'effaçant de l'histoire. Ceux qui avaient été appelés dieux décidèrent de créer quelque chose de nouveau, qu'ils appelaient Éden. Depuis, les chasseurs sont considérés comme une nouvelle sous-espèce humaine, et ceux qui ne peuvent pas devenir chasseurs sont considérés comme des esclaves. Depuis que le monde est entièrement dominé par les chasseurs, les personnes incapables d'éveiller leur pouvoir sont constamment victimes d'humiliation et de discrimination. 100 ans se sont écoulés depuis que le seigneur démon a été effacé de l'histoire. L'attention se porte sur le personnage principal, Lee Jun-kyung, qui s'entraîne avec son mentor Sung Gu-hyung pendant cette session d'entraînement. Sung Gu-hyung a révélé que Lee Jun-kyung faisait partie des malheureux qui n'avaient pas encore réveillé leur capacité de chasseur. Malgré l'absence d'éveil, Lee Jun-kyung a refusé d'abandonner et a continué à s'entraîner sans relâche, dans l'espoir d'attirer l'attention de partisans qui pourraient l'aider à s'éveiller. Mais après des années d'entraînement sous la tutelle de Sung Gu-hyung, il n'y avait aucun signe de progrès. Lee Jun-kyung commença à se sentir désespéré et à douter de la valeur de ses efforts. C'est à ce moment-là que Sung Gu-hyung se rendit compte des difficultés de Lee Jun-kyung. Il l'a giflé et lui a rappelé sa véritable motivation pour devenir chasseur, pour défier le système de discrimination pratiqué par l'Éden et les chasseurs. Lee Jun-kyung est revenu à la réalité et a redoublé d'efforts pour réaliser son rêve. Sung Gu-hyung a convaincu Lee Jun-kyung qu'il deviendrait un jour chasseur et lui a rappelé de toujours garder sur lui le livre laissé par ses parents. La très importante autobiographie du roi des démons. Bien qu'il n'en comprenne pas le contenu, Lee Jun-kyung l'emporte toujours avec lui. Lee Jun-kyung emporte toujours un livre avec lui, comme le lui a demandé son professeur. Soudain, leur conversation est interrompue par une attaque venant d'en haut. Mais l'instinct de Sung Gu-hyung lui permet de sauver Lee Jun-kyung. Il est révélé plus tard que l'attaque a été lancée par une femme nommée Athéna, qui est en fait l'un des 12 héros de l'Éden. Son immense force montre clairement qu'il est une force avec laquelle il faut compter, ce qui a poussé Lee Jun-kyung à se recroqueviller de terreur rien qu'en regardant le héros d'Éden. Athéna n'a d'abord pas soupçonné que Lee Jun-kyung n'avait peut-être pas le livre qu'elle cherchait, après avoir appris que Lee Jun-kyung n'avait absolument aucune magie dans son corps. Mais après avoir rencontré Lee Jun-kyung, elle a senti que ce dernier possédait de la magie, même de façon infime, ce qui a donné à Athéna un sentiment étrange, et elle demande à Lee Jun-kyung de lui révéler tous les objets qu'il lui a cachés. Son intuition s'avère exacte, lorsqu'elle découvre que Lee Jun-kyung possède l'autobiographie tant convoitée du Seigneur des démons. Les faits ne doivent pas être connus du public. Et toute personne possédant ou connaissant la moindre parcelle de cette information sera détruite. Athéna est très en colère et déclare que Lee Jun-kyung ne mérite pas la pitié, et qu'il devait être condamné à mort pour avoir possédé un livre ou des connaissances sur des rois démons qui avaient été effacés de l'histoire.
L'attaque a été stoppée par l'intervention de Sung Gu-hyung. Ici, Lee Jun-kyung a été témoin de l'étonnante démonstration de force de Sung Gu-hyung, qui a facilement jeté l'un des 12 plus grands héros dans un coin éloigné. La force de Sung Gu-hyung laissa Lee Jun-kyung pantois. Il se demandait quelle était la véritable identité de Sung Gu-hyung. L'impossibilité de la situation poussa Lee à rester silencieux, ressentant la gravité de la situation. Sung Gu-hyung pose alors une question qui fait réfléchir Lee Jun-kyung. Et s'il acquiert un grand pouvoir, peut-il changer le système mondial? Au début, Lee Jun-kyung était dubitatif, car il n'était même pas un chasseur, et il avait perdu confiance en lui après avoir été témoin de l'extraordinaire pouvoir d'Éden. Mais lorsqu'il a observé la force extraordinaire de Sung Gu-hyung, Lee Jun-kyung a pris de l'assurance et a réalisé qu'il pouvait faire une différence dans le monde en promettant de tenir sa parole. Lee Jun-kyung accepte de relever le défi proposé par Sung Gu-hyung. Sung Gu-hyung sourit en entendant la détermination et la promesse de Lee Jun-kyung. Il savait que Lee Jun-kyung avait le potentiel nécessaire pour changer le monde, même s'il n'était pas un chasseur. C'est pourquoi Sung Gu-hyung, sans hésiter, sortit son épée et tua Lee Jun-kyung sur le champ. Lee Jun-kyung rendit son dernier souffle. Et dans un éclair, Lee Jun-kyung fut englouti par une intense lumière jaune et blanche irradiant de son corps. Dans un état de confusion totale, Lee Jun-kyung ne savait pas ce que Sung Gu-hyung lui avait fait. Mais au même moment, un message système apparaît pour exécuter le contrat. La chute du ciel soutient Lee Jun-kyung. Ce message montre la signification inquiétante de ce que Sung Gu-hyung lui a fait. Lee Jun-kyung se retrouve soudain transporté dans un lieu inconnu et entouré de mystères. Alors qu'il fait le point sur son physique, il prend conscience de l'immense puissance qui coule dans ses veines, signe qu'il s'est éveillé et qu'il est devenu un chasseur. Lee Jun-kyung regarde autour de lui et commença à s'apercevoir qu'il avait été transporté à l'intérieur des portes. Cette constatation le glaça jusqu'à l'os dès qu'il se retrouva face à face avec des gobelins, créatures dont il n'avait entendu parler que par le bouche à oreille, ce qui le fit reculer de peur et chercher le sanctuaire, tout en confirmant le fait qu'il se trouvait bien à l'intérieur de la porte du donjon. Qu'il se trouvait actuellement à l'intérieur de la porte du donjon. Après s'être souvenu des paroles de Sung Gu-hyung, Lee Jun-kyung trouva le courage d'attaquer. Bien qu'il soit un chasseur débutant, il avait suivi 1 an d'entraînement sous la tutelle de Sung Gu-hyung. Guidé par le professeur et la détermination dans son cœur, Lee Jun-kyung se prépara à attaquer. Lee Jun-kyung se prépara à combattre le gobelin en face de lui en s'élançant vers l'avant. Il se retrouva à donner de façon inattendue un coup de poing si puissant qu'il atterrit en plein sur la tête du gobelin jusqu'à ce qu'il soit étonné de sa force actuelle, car le coup qu'il donna fut fatal, et le gobelin tomba au sol sans vie. Lee Jun-kyung resta dans le doute, incapable de croire à la nouvelle force qui coulait dans ses veines. Après avoir habilement expédié son premier gobelin, une notification système apparut pour informer Lee Jun-kyung que la chute des cieux surveillait de près ses progrès. En se rappelant les mots de tout à l'heure, Lee Jun-kyung comprit que la chute des cieux était le soutien du roi démon. Retour à la terreur alors que des vagues de gobelins s'abattent sur la zone, menée par l'imposant chef gobelin dont la simple présence fait trembler Lee Jun-kyung. Alors que la panique fait douter Lee Jun-kyung de sa capacité à vaincre la monstrueuse créature, il se demande s'il n'est pas en train de mordre plus qu'il ne peut mâcher. Des recherches approfondies ont montré que le chef gobelin restait un boss de donjon redoutable et qu'il fallait au moins un chasseur de rang C pour le traquer. Même s'il venait tout juste d'être ressuscité, ce qui représentait un défi de taille pour Lee Jun-kyung. Pour surmonter sa peur, Lee Jun-kyung refuse d'abandonner et combat les monstres, même s'il doit risquer tout ce qu'il a. C'est ainsi qu'il a chargé, s'avança et trancha plusieurs gobelins, les dominant dans sa position. À chaque gobelin vaincu, le niveau de Lee Jun-kyung augmentait, le rendant plus fort. Soudain, au milieu de la bataille, la chute du ciel manifesta son soutien en lui conférant l'autorité de la règle du feu. Lee Jun-kyung s'empresse d'utiliser son arme et attaque le chef des gobelins, bien décidé à le terrasser. Lance en main, il parvient à tuer les monstres qui remontent en niveau. Épuisé par ce combat acharné, Lee Jun-kyung finit par s'évanouir d'épuisement. Mais pas avant d'avoir remporté une victoire à l'arraché. Heureusement, dans cette situation d'inconscience, Lee Jun-kyung a été trouvé par un autre chasseur qui l'a aidé. Alors qu'il reprend lentement conscience, il se rend compte qu'il est à l'hôpital et qu'il reçoit des soins. Alors qu'il tente de comprendre la situation, il entend l'une des infirmières présentes mentionner la guilde de la Ligue. Il pense que la guilde de la Ligue a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme.
a sauvé Lee Jun-kyung. Réalisant à quel point il a failli perdre la vie, il est bouleversé et reconnaissant de cette intervention opportune. Alors qu'il tente de retrouver ses repères, Lee Jun-kyung ne peut s'empêcher de s'interroger sur cette année. L'infirmière a senti sa confusion en lui disant qu'il s'agissait de 2022. C'était une nouvelle surprise pour Lee Jun-kyung. Il n'arrivait pas à y croire, et ne s'attendait pas à être projeté dans le passé, ou plus précisément il y a 98 ans, et il essayait encore d'assimiler le fait. Il avait raté une centaine d'années. En se renseignant davantage, il apprit que de nombreux chasseurs exceptionnels étaient apparus au cours de cette année, chacun rivalisant pour se faire un nom. Cette année est tout particulièrement considérée comme l'âge des héros. Dès que Lee Jun-kyung a découvert la corruption du système de discrimination, il est passé à l'action, animé d'un désir ardent de faire changer les choses. Il refuse de rester les bras croisés et de regarder d'innombrables vies innocentes détruites par les injustices. Perpétrées par ceux qui détiennent le pouvoir, il est déterminé à se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Sans hésiter, Lee Jun-kyung met son plan à exécution, déterminé à devenir plus fort que les 12 héros transcendants qui contrôlent le système, pour finalement devenir connu sous le nom d'Eden. Il sait que la route sera longue et dangereuse, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre son but. Cependant, avant de pouvoir commencer sa mission, il doit guérir de ses anciennes blessures. Il se concentre sur sa guérison, déterminé à revenir plus fort et plus déterminé que jamais. Un après-midi, Lee Jun-kyung reçoit la visite d'un certain Kim, qui se présente comme un membre de l'association. Kim arrive, exigeant de savoir qui est Lee Jun-kyung et pourquoi il a franchi le portail seul. Lee Jun-kyung dit qu'il est apparu soudainement à la porte, incapable de se rappeler quoi que ce soit de son passé. Il a gardé pour lui la vérité sur le fait qu'il a été projeté dans le passé. Et sans raison apparente, il a voulu utiliser le nom du démon. King Lee Jun-kyung. Kim décide de revoir Lee Jun-kyung plus tard, dans l'espoir de découvrir la vérité sur ce mystérieux nouveau venu. Après le départ de Kim, Lee Jun-kyung vérifie son statut et découvre qu'il a le même statut de joueur que le roi des démons. Contrairement aux chasseurs qui ont besoin de soutien ou de sponsors pour devenir plus forts, les joueurs ne peuvent devenir plus forts qu'avec leur propre force. Il est devenu la seule personne à pouvoir devenir plus fort en chassant, le roi démon. Aujourd'hui, Lee Jun-kyung est un joueur. Son esprit s'emballe pour toutes les possibilités qui s'offrent à lui alors qu'il essaie de comprendre son nouveau pouvoir. Il est à la fois excité et effrayé, et ne sait pas ce que cela signifie pour son avenir. Mais une chose est sûre, il est déterminé à utiliser son nouveau pouvoir pour provoquer le changement et créer un avenir meilleur pour lui et ceux qui l'entourent. Alors que Lee Jun-kyung se remet à l'hôpital, il a du mal à contenir son excitation. Il sait que son plan est enfin à portée de main et il est impatient de le réaliser. Après plusieurs jours de repos et de convalescence, il a été autorisé à quitter l'hôpital et à rentrer chez lui. En se promenant dans Lee Jun, Kyung est frappé par l'énergie vibrante de la ville. Il est ravi de découvrir qu'il a été projeté dans l'ère des héros et se retrouve au centre-ville, où les chasseurs se rassemblent. Alors qu'il est en train de tout assimiler, il est abordé par Kim, membre de l'association. Kim est intrigué par l'état inhabituel de Lee Jun-kyung et l'invite à rejoindre l'association. Kim propose à Lee Jun-kyung de lui donner un nouveau lieu de vie et une identité. Il est impressionné par les réalisations de Lee Jun-kyung et le félicite d'être devenu chasseur. En tant que personne née avec un tel potentiel, Lee Jun-kyung recevra un traitement spécial. Lee Jun-kyung bénéficiera d'un traitement spécial, d'un soutien et de ressources qui l'aideront à développer ses compétences et à réaliser son potentiel au sein de l'association. Kim a reconnu qu'un individu doté de talents et de capacités comme Lee Jun-kyung était rare et qu'il avait du potentiel. Lee Jun-kyung a le potentiel pour devenir un chasseur puissant, capable de faire des gains significatifs et d'apporter des contributions au monde. Lee Jun-kyung est arrivé dans sa nouvelle auberge et a été surpris par la qualité des installations fournies. Kim l'informe que quelqu'un meurt d'envie de le rencontrer. La curiosité de Lee Jun-kyung a atteint son paroxysme lorsqu'il a enfin rencontré la personne en question. Il est heureux d'apprendre qu'il s'agit de Sung-gu Hyung, le très respecté maître de guilde de la Guild League et ancien professeur de Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung a du mal à croire à sa chance de retrouver son ancien mentor. Alors que Lee Jun-kyung réfléchit à un message énigmatique de son mentor venu du futur, il conclut peu à peu que l'orchestration de son voyage dans le temps par Yang dépend de la motivation de cette action. Il est clairement motivé par son engagement inébranlable à construire un ordre mondial juste et harmonieux. Bien qu'il ne puisse pas divulguer l'information à d'autres personnes,
Lee Jun. Lee Jun-kyung a ressenti un grand sentiment. Lee Jun-kyung s'est endetté pour se protéger d'un avenir sombre et incertain. Lee Jun-kyung a finalement réalisé que Sung-gu Hyung était un héros qui avait été oublié parce que les gens pensaient qu'il était mort. Heimdall Yo Sung-gu. Les yeux de Lee Jun-kyung s'écarquillent lorsqu'il reçoit les instructions pour sa prochaine mission. Il apprend qu'il doit participer au cours d'initiation pour les chasseurs en activité afin de trouver des individus talentueux qui pourraient aider l'association des chasseurs dans sa quête. Le chasseur de rang BAE Sang-soo, qui participe actuellement au cours, donne des conseils aux participants afin de leur permettre de relever tous les défis qui se présenteront à eux à l'avenir. Les chasseurs ont fait preuve d'un enthousiasme débordant, alimenté par la perspective d'entrer dans le premier syndicat du pays. Alors que le tutorat approche, Sang-soo pose à certains chasseurs une question qui fait réfléchir, leur demandant d'expliquer la raison de la mort de Sung-gu Hyung. En accordant aux chasseurs un pouvoir immense, les chasseurs se sont retrouvés à court de mots, incapables de trouver une explication. Pour ce mystérieux moment de clarté soudaine, Lee Jun-kyung a exprimé son opinion en indiquant que le supporter l'avait fait à des fins de divertissement. Comme dans un monde virtuel où l'on choisit un personnage et où l'on observe sa croissance et son développement. La réflexion de Lee Jun-kyung porte ses fruits, comme il l'a fait en assistant à la bataille féroce du roi démon dans sa vie passée. Pendant ce temps, le tutoriel a commencé. Le défi semblait simple. Chaque chasseur devait combattre un groupe de gobelins préparés à l'avance. Au début, les chasseurs sont très attentifs à la tâche, mais ils tremblent de plus en plus. Les chasseurs se demandent comment faire face à un gobelin isolé. Cependant, Sang-soo enflamme leurs craintes. Les gobelins ont subi un lavage de cerveau et sont donc incapables de faire du mal aux humains, ce qui incite les chasseurs restants à demander des renforts, c'est-à-dire à réitérer qu'il sera sur place. Le tutoriel officiel commence. En cours de route, les chasseurs varient grandement. Début du didacticiel officiel. En cours de route, les chasseurs varient grandement, au gré de leurs expériences individuelles. Certains sortent victorieux, tandis que d'autres n'atteignent pas leur but. Lee Jun-kyung, comme ses collègues, doit relever le défi de vaincre des adversaires puissants. Mais alors que d'autres affrontent des gobelins classiques, la tâche de Lee Jun-kyung est plus ardue. Il doit affronter de redoutables orques. Des ennemis qui représentent des défis bien plus importants que ceux auxquels sont confrontés ses collègues, qui ont peu d'expérience dans le combat, et encore moins dans la défaite de créatures aussi puissantes. Sang-soo explique que Lee Jun-kyung a déjà affronté et vaincu des monstres de haut rang. Même si c'est le chasseur débutant qui lui a donné la confiance et la capacité de se tenir face à des monstres de rang C, même si la tâche était sans aucun doute difficile, Sang-soo pensait que Lee Jun-kyung était capable d'y faire face. Dès que le duel commença, Lee Jun-kyung ne perdit pas de temps et lança une attaque à l'aide de sa fidèle lance. La lance pénétra le bras de l'orque, mais malheureusement, l'attaque n'eut aucun effet. L'orque accula Lee Jun-kyung au pied du mur. Sang-soo était prêt à intervenir, mais à la surprise générale, Lee Jun-kyung exécuta une manœuvre rapide et agile qui lui permit de renverser facilement l'orque. La puissance de sa lance s'est brisée et n'a pas pu résister à la force de Lee Jun-kyung. Cet après-midi-là, Hyun et Kim ont rendu visite à Lee Jun-kyung. Fait intéressant, il fut révélé que Kim était une femme et non un homme. L'association a nommé Kim comme assistante de Lee Jun-kyung. Yeo Sang-gu Hyun s'est également senti à l'aise lorsque Sang-gu a proposé à Lee Jun-kyung de rejoindre la guilde de la Ligue. Lee Jun-kyung a poliment refusé. Kim sait que sa décision n'était pas motivée par l'arrogance, mais par son engagement envers le plan, qui l'obligeait à se tenir à distance de Sang-gu Hyun et de ses amis. Malgré l'insistance de Sang-gu Hyun, par exemple, Lee Jun-kyung est resté fidèle à ses convictions, déterminé à protéger ses projets futurs des complications potentielles qui pourraient résulter d'une telle union. Il craignait que toute tentative d'union ne complique ses projets futurs. L'offre généreuse de Lee Jun-kyung, malgré l'invitation de Hyung, a été refusée. Ce refus témoigne de l'altruisme et du dévouement de Lee Jun-kyung à ses propres projets. Cela en dit long sur son caractère et sa loyauté envers les personnes qu'il respecte. Hyung, touché par la sincérité de Lee Jun-kyung, lui exprime sa gratitude et son admiration, et promet de s'en souvenir si le besoin d'aide se fait sentir à l'avenir. Cet échange nous rappelle que, même dans un environnement compétitif et impitoyable, la gentillesse et la coopération peuvent faire beaucoup. La gentillesse et la coopération peuvent contribuer grandement à l'établissement de relations solides et à la réussite de l'entreprise. Lee Jun-kyung et Hyung engagent la conversation avec Lee Jun-kyung,
qui lui rend l'appareil en proposant son aide à Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung. Il a exprimé sa volonté d'aider en disant « Si vous avez besoin d'aide, je serai heureux de vous aider ». Même s'il venait de rencontrer Young, il se sentait déjà familier avec Lee Jun-kyung, comme s'il s'agissait d'un lien entre frères. Le lendemain, Lee arriva à l'examen de passage du tutoriel qui se déroulait à l'intérieur de la porte. Même s'il était un débutant, lui et les autres chasseurs n'avaient aucune raison de s'inquiéter, car lui et ses camarades ne pouvaient pas se permettre d'être expérimentés. Des chasseurs de rang B expérimentés et forts, ils ont franchi la porte sans tarder et se sont intégrés à l'humidité inattendue, différente de celle à laquelle ils étaient habitués. La raison de ce changement d'atmosphère réside dans les nombreux miracles présents à la porte que Sang-soo et ses amis sont sur le point de découvrir. Sous la direction de leur chef, ils se frayent un chemin avec passion pour relever les défis qui les attendent. Une chef de groupe de chasseurs expérimentés, forte de ses nombreuses années d'expérience, joue le rôle de guide et de mentor pour le groupe de novices. Elle guide le groupe vers le bon chemin. Le guida sur le chemin avec confiance, partageant sa connaissance du terrain et des monstres qui les attendaient. Lorsqu'il rencontre le premier monstre, un gobelin tapi dans l'ombre, le chef demande aux débutants d'être prudents et de ne pas sous-estimer leurs adversaires. Alors que le groupe se prépare à engager le combat, c'est au tour de Lee Jun-kyung de recevoir des instructions d'attaque. D'un élan rapide, il fonce, sa lance serrée dans la main, il se déplace rapidement et la précision de ses mouvements est fluide. D'un seul geste, il enfonça sa lance dans la horde de gobelins, les coupant tous en deux avec facilité. Les autres recrues furent impressionnés par l'habileté et la dextérité de Lee Jun-kyung. Sa rapidité et sa vivacité d'esprit leur ont laissé une impression durable, et ils lui vouent un nouveau respect. Le chef en particulier a été impressionné par la force de Lee Jun-kyung, notant qu'il était proche du rang B. Après l'épreuve, il décida de recruter Lee Jun-kyung, reconnaissant son potentiel en tant qu'homme de main. Grande valeur. Au bout d'un moment, ils atteignirent la zone du donjon principal où le chef demanda à toutes les recrues de préparer leurs potions et leur équipement pour le combat à venir. Le chef a insisté sur le fait que les recrues devaient utiliser toutes leurs forces si elles voulaient vaincre le donjon du boss. Lee Jun-kyung, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de penser que le roi démon avait les mêmes capacités qu'un joueur, mais qu'il avait été vaincu par les 12 héros avant d'avoir pu atteindre son plein potentiel. Il a compris que la clé pour éviter une telle tragédie était de devenir plus fort et de devenir un joueur expérimenté. Fort de cette détermination, Lee Jun-kyung a promis d'utiliser toutes ses connaissances et compétences pour devenir un joueur fort et changer l'issue d'incidents similaires à l'avenir. Dès qu'ils pénétrèrent dans la zone du donjon boss, un sentiment d'inquiétude s'empara de tous les joueurs, choqués par l'augmentation significative du niveau de la porte. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander quel genre de boss redoutable les attendait. Sentant leur agitation, le chef s'adresse au groupe et demande aux novices de se préparer à s'échapper de la porte. Soudain, une énorme boule de feu surgit de l'avant et se précipite sur eux à une vitesse effrayante. Sang-soo sait qu'il doit agir vite. Utiliser sa formidable compétence croque de vipère pour repousser les attaques enflammées. Mais malgré ses vaillants efforts, l'impact de l'incantation se répercute dans toute la zone, laissant tout le monde ébranlé et attentif à ce qui est encore à venir. Alors que Sang-soo bloque les attaques enflammées, son armure colle à chaque impact et son visage est empreint d'une détermination féroce. Malgré ses efforts, quelques flammes parviennent à franchir ses défenses, suscitant l'inquiétude des chasseurs novices. Pourtant, dans les moments de véritable courage, Lee Jun-kyung s'avance par derrière. Avec des gestes rapides et sûrs, il souhaite avec expertise que les braises restantes disparaissent, calmant les novices et ajoutant une nouvelle couche de respect à sa réputation déjà impressionnante. Alors que le groupe reprenait son souffle, une notification est apparue sur l'appareil de Lee Jun-kyung. Il s'agissait d'un message d'un supporter appelé The Fall of Heaven, lui demandant de vaincre le boss du dernier donjon, le redoutable grand sorcier gobelin. C'est avec un mélange de joie et d'inquiétude que Lee Jun-kyung accepte le défi, sachant que cette bataille sera le test ultime de ses compétences. Mais il est déterminé à en sortir victorieux et à ajouter une nouvelle réalisation impressionnante à son palmarès qui ne cesse de s'allonger. La magie de feu à longue portée de l'archimage gobelin le distingue des autres boss et fait de lui un adversaire redoutable pour tout chasseur qui le reconnaît. Vu la gravité de la situation, seul le chef a les compétences nécessaires pour faire face à cet ennemi de feu. Mais Lee Jun-kyung, encouragé par le défi lancé par le supporter, s'est lancé sur le champ de bataille pour montrer une détermination inébranlable à faire ses preuves, quels que soient les risques de la mission.
Bien qu'hésitant au début, le président finit par succomber à l'aide de Lee Jun-kyung. De Lee Jun-kyung, qui laisse la responsabilité des meurtres aux jeunes chasseurs. Lee Jun-kyung est confronté à son plus grand défi, vaincre le grand gobelin magicien et en sortir victorieux lorsque Lee Jun-kyung résiste courageusement aux attaques magiques du gobelin de feu. Il évalue rapidement la situation et se prépare à se défendre. Sans crier gare, 3 puissantes attaques de magie de feu avancées lui sont lancées, mais Lee Jun-kyung ne bronche pas. Au contraire, il leva son bouclier d'une main ferme et se prépara à l'impact. Par un merveilleux retournement de situation, le feu sembla être absorbé par son corps, laissant Lee Jun-kyung indemne. Avec une confiance renouvelée, Lee Jun-kyung fonce, déterminé à affronter l'archimage gobelin, mais sa progression est soudain bloquée par un obstacle qui menace de faire dérailler ses plans. Malgré ses revers, Lee Jun-kyung reste déterminé, car il possède les compétences nécessaires pour vaincre les ennemis les plus redoutables. La lance de Lee Jun-kyung brillait, et la lumière vacillait. En hurlant avec confiance à travers l'aura de feu qui enveloppait son arme, il brisa la barricade du boss en un instant, choquant ses camarades avec sa puissance implacable à travers l'archimage gobelin jusqu'à ce qu'il gît mort à ses pieds. Ce faisant, le supporter de la mission Fall of Heaven a réussi sa mission, ce qui a complètement impressionné le système par ses prouesses. Lee Jun-kyung a ainsi eu l'occasion d'invoquer des monstres pour lui-même. À la fin de l'examen, le chef s'est empressé de faire son rapport au président de l'association, l'a régalé de récits sur le talent et le potentiel extraordinaire de Lee Jun-kyung et a exhorté le président à saisir l'occasion de tirer le meilleur parti de ses capacités. Le président de l'association a immédiatement demandé des recrues lorsqu'il a appris l'existence de Lee Jun-kyung. Après avoir quitté le bâtiment, Kim et Heung ont rencontré Lee Jun-kyung. Kyung lui demande si une guilde l'a recruté, ce à quoi Lee Jun-kyung répond qu'il a été recruté par le chef d'une guilde. La veille, il a refusé de participer à l'examen. Lee Jun-kyung ne voulait pas rejoindre une guilde parce qu'il voulait éviter quelqu'un dans l'association. S'il rejoint une guilde, son identité risque d'être dévoilée. Kyung a donc invité Lee Jun-kyung à dîner pour fêter son succès, sans se soucier des questions d'identité. Au retour de la soirée, Lee Jun-kyung a ouvert la fenêtre de démarrage. Lee Jun-kyung a ouvert le menu de démarrage pour analyser sa force. Il fut surpris de voir qu'il avait atteint le niveau 11 et qu'il avait la possibilité d'invoquer l'avatar. L'invocation d'avatar n'était pas chose courante parmi les chasseurs normaux, et seuls quelques-uns des 12 héros pouvaient le faire. Lee Jun-kyung était curieux et a essayé d'invoquer son avatar, mais nous ne savons pas encore à quoi il ressemble. De plus, Kim a surpris Lee Jun-kyung en lui annonçant qu'il avait fait la une des journaux, mais son identité n'a pas été révélée. Mais comme d'habitude, Lee Jun-kyung a rapidement répondu à la demande de Kim Chung, lui demandant de préparer des raids de donjons à conquérir. Le lendemain, Lee Jun-kyung a rapidement nettoyé le donjon que Kim avait préparé pour lui. Bien qu'il ait vaincu à lui seul des monstres comme les gobelins, il a pu terminer 4 donjons en quelques jours seulement. C'est assez surprenant. La chute du paradis est satisfaite de votre performance, car vous avez travaillé dur et vous avez réussi à monter en niveau aujourd'hui. C'est alors que nous avons trouvé l'avatar précédemment appelé Lee Jun-kyung, qui était un bracelet en forme de crâne. Lee Jun-kyung pensait que cet avatar aurait la capacité de dévorer les âmes des monstres après les avoir vaincus dans le donjon. Mais ce n'était pas le cas. Lee Jun-kyung a également posé des questions sur le prochain donjon. Kim expliqua que tous les donjons avaient été loués par une nouvelle guilde populaire appelée l'Armée du Nord. On disait que la guilde du Nord avait loué jusqu'à 20 donjons de bas niveau pour s'entraîner. Après avoir remarqué cela, Lee Jun-kyung demanda si le maître de guilde de la guilde du Nord était Choi Yong-seong. Oui, c'est confirmé. Lee Jun-kyung était choqué, car avant de venir ici, Choi n'était qu'un super débutant. Mais maintenant, il avait formé une guilde relativement puissante. Cela a encore plus surpris Lee Jun-kyung, car il savait que Choi deviendrait célèbre à l'avenir en tant que l'un des 12 héros et qu'il serait surnommé le roi de la guerre. Gunther est un individu maléfique qui est prêt à tuer de nombreuses personnes pour servir ses propres objectifs. Le lendemain, alors qu'il est sur la route, Lee Jun-kyung tombe sur 2 chasseurs oppressifs. Il intervient rapidement et met fin à leur comportement stupide, leur reprochant tout. La légion de chasseurs riposta en lançant leur première attaque, mais Lee Jun-kyung put la contrer en les projetant en arrière. Alors que Lee Jun-kyung se tenait au-dessus de l'individu inconscient, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de frustration. Il s'était toujours targué de respecter les règles établies par l'association.
Mais ici, il était contraint de recourir à la violence et à la violence, contre des adversaires qui ont enfreint l'une des règles les plus élémentaires. En regardant les spectateurs choqués, il savait que cet incident ne passerait pas inaperçu. Après avoir rapidement retrouvé son calme, Lee Jun-kyung se tourna vers Kim, son homme de confiance, et lui demanda d'amener les deux hommes à l'association. Mais les mots suivants de Kim le prirent au dépourvu. « La guilde de l'armée du Nord », murmura-t-il. Lee Jun-kyung était plongé dans ses pensées. Il connaissait très bien la réputation sulfureuse de la guilde, et l'idée de créer des représailles lui glaçait le sang. Malgré ses craintes, Lee Jun-kyung sait qu'il n'a pas d'autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. Lorsque Lee Jun-kyung a entendu les accusations portées contre lui, son cœur s'est effondré. A-t-il vraiment rapporté l'incident directement à l'association, sans même essayer d'arranger les choses avec Lee Jun-kyung d'abord? Malgré sa confusion, Lee Jun-kyung savait qu'il devait rester calme. Il connaît le danger d'être pris pour le coupable, surtout dans une situation aussi grave. Alors qu'il se défend contre les accusations, il présente son cas de manière claire et logique. Refusant de se laisser dominer par ses émotions. Alors que le débat s'éternise, il semble enfin que tout espoir soit perdu. Lee Jun-kyung se souvient d'une chose qu'il a apprise au cours d'expériences passées qu'il a vécues contre lui, et apprend l'importance d'avoir des preuves tangibles pour étayer ses affirmations. Sans hésiter, il sort de sa poche un vieil enregistreur. En sortant du bâtiment de l'association, Lee Jun-kyung aperçoit Kim et l'attend. Il était soulagé de voir des alliés de confiance, sachant qu'il pouvait compter sur eux pour le soutenir. L'homme d'âge moyen s'approcha de Lee Jun-kyung d'un air désolé. Lee Jun-kyung ressentit un mélange d'émotions telles que la confusion, la colère et un soupçon de sympathie. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait menti et l'avait accusé de mentir. Il l'accuse d'avoir agressé un marchand, mais il sent que l'histoire ne se résume pas à ce qui a été révélé lors du procès de l'association. L'homme explique qu'il a été contraint de porter de fausses accusations par l'armée du Nord pour assurer la sécurité de son fils. Lee Jun-kyung éprouve de la sympathie pour cet homme qui connaît le lien que certaines guildes utiliseront pour exercer leur influence. Avant que Lee Jun-kyung ne puisse répondre, Kyung s'est avancé pour prendre la relève en tant que maître de la guilde. Il avait la réputation d'être dur mais juste, et Lee Jun-kyung le savait. Il pouvait toujours compter sur lui pour gérer des situations comme celle-ci avec grâce et autorité. Mais les choses ont empiré lorsque Choi, un membre de l'armée du Nord, s'est avancé et a serré la main de Kyung. La force de sa poigne était telle que la main de Kyung s'est brisée et Lee Jun-kyung a senti la tension monter dans l'air. Kyung ne bronche pas, même s'il croise le regard de Choi, l'avertissant avec détermination que s'il importune encore Lee Jun-kyung, il le tuera. Il sera prêt à y faire face. Le lendemain, Kim informe Lee Jun-kyung que l'affaire a été réglée la veille et que l'armée du Nord a payé l'amende. Lee Jun-kyung n'est pas surpris car il sait que Choi deviendra corrompu à l'avenir. Cependant, Lee Jun-kyung n'est pas surpris. Lee Jun-kyung trouvait étrange que l'armée du Nord n'aille pas plus loin. En tant que tueur impitoyable qui ne recule jamais devant un défi, Lee Jun-kyung s'est rendu compte de cette situation et s'en est méfié. Il demande à Kim de surveiller de près les activités de l'armée du Nord et de le tenir informé des nouveaux développements qu'il souhaite mettre à jour dès que possible. Lee Jun-kyung sollicite l'aide de Sung Gu-hyung pour renforcer le raid. Lee Jun-kyung demande l'aide de Hyung, car il prévoit de s'aventurer dans un donjon de haut niveau avec Lee Jun-kyung. Pendant ce temps, Choi Yong-soo, Jong In-chang et le fondateur de l'armée du Nord se disputent dans leur résidence. Yong-soo est furieux que Choi ne prenne aucune mesure, tandis que Jong In-chang exhorte tout le monde à agir. Les deux groupes ont besoin de se calmer et de se concentrer sur la résolution de leurs problèmes internes. Yong-soo et In-chang ont des opinions différentes et sont sur le point de se battre. Heureusement, Choi intervient et exhorte Chang à se ranger du côté de Yong-soo. Choi insiste sur le fait que ne pas répondre au défi de Lee Jun-kyung entraînera la perte de la fierté de la guilde de l'armée du Nord. Lee Jun-kyung admire les qualités de chef et de combattant de Hyung et l'a vu à l'œuvre pendant le raid, ce qui ne fait qu'accroître son respect pour la guilde. Maître Hyung est une force avec laquelle il faut compter, se déplaçant ensemble en douceur alors qu'il vainquait chaque monstre avec précision et facilité. Mais c'est Hyung lui-même qui se distinguait le plus, avec son épée greffe scintillant au soleil, irradiant une aura de puissance. Lee Jun-kyung n'avait jamais vu une telle puissance. Il ne put s'empêcher de ressentir de l'admiration en voyant Hyung terrasser 5 monstres d'un seul coup de lame. Alors que les attaques se poursuivaient,
Hyung encouragea Lee Jun-kyung. Hyung a encouragé Lee Jun-kyung pour montrer sa propre force et ses compétences. Lee Jun-kyung a d'abord hésité, car il a toujours été plus un stratège qu'un combattant, préférant rester dans l'ombre et soutenir ses compagnons de loin. Mais, fort de cette confiance retrouvée, Lee Jun-kyung poussa un rugissement féroce et lança sa lance sur les gobelins qui l'entouraient, les tuant tous d'un seul coup. Cet exploit stupéfia tous les autres chasseurs, qui se demandèrent comment il avait réussi à le faire sans utiliser de sort. Le Hyung leur expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une compétence, mais d'une autorité. Une fois le donjon nettoyé, Hyung en agrandit un autre, et proposa à Lee Jun-kyung de rejoindre sa guilde en tant que vice-chef de guilde. Malgré son refus habituel, Lee Jun-kyung ne révéla pas la raison de son refus. Dès que Lee Jun-kyung a reçu une notification sur son téléphone indiquant que l'association des chasseurs avait besoin de 100 chasseurs pour franchir les portes, un message est arrivé de l'armée du Nord et Lee Jun-kyung et Hyung s'est rendu compte qu'il pouvait s'agir d'un piège. Malgré le danger potentiel, Lee Jun-kyung s'intéresse de plus en plus à la mission et souhaite y participer. Ailleurs, In Chang est extrêmement frustré par la mission, car il n'en a pas été informé par le maître de la guilde. Il n'a pas anticipé le changement d'attitude de ses amis d'enfance, Choi et Yong-soo, qui cherchent désormais à obtenir des postes élevés pour leur profit personnel. Malgré ses tentatives pour les raisonner, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être sauvés de leur mentalité. Pour l'heure, In Chang ne peut supporter l'idée de laisser les choses en suspens, et ses inquiétudes ne font que croître lorsqu'il reçoit un appel de Lee Jun-kyung et qu'il accepte de le rencontrer. Il accepte de le rencontrer à un certain endroit, après être arrivé à l'endroit convenu. In Chang ne tarde pas à avertir Lee Jun-kyung de la mission, déclarant qu'il pourrait s'agir d'un piège tendu par Choi. Cependant, la curiosité de Lee Jun-kyung le pousse à recueillir plus d'informations, même s'il doit pour cela prendre du retard. Chang est allé jusqu'à insulter la guilde de l'armée du Nord en la traitant de guilde du chaos, soutenue par des forces maléfiques. In Chang entra dans une rage folle et émit une forte intention meurtrière. Mais sa colère se calma lorsque Lee Jun-kyung mentionna une possible corruption dans les négociations de la guilde de l'armée du Nord, mais l'issue resta incertaine. De retour à la guilde, In Chang cherche à découvrir la véritable identité de Lee Jun-kyung. Tout en admirant la force d'In Chang et sa réputation de chasseur émérite ayant vaincu le seigneur démon Avatar et d'autres monstres, Lee Jun-kyung remarque qu'In Chang n'est pas un bon chasseur. Il remarque également qu'In Chang est déterminé, comme le prouve sa défaite contre Choi. Lee Jun-kyung voit le potentiel de Chang et pense qu'il peut aider à équilibrer la guilde de l'armée du Nord, dont la survie dépendait fortement du pouvoir de Chang à cette époque. Lee Jun-kyung a récemment réalisé que la force physique d'In Chang ne suffit pas à vaincre des adversaires puissants lors de ses combats. Ce que Lee Jun-kyung attend d'In Chang, c'est sa morale. Entre-temps, revenu il y a quelques jours, il a continué à s'entraîner pour améliorer son physique et sa force. Alors qu'il était en train de nettoyer des donjons et de tuer des monstres, sa lance s'est soudainement brisée. Pour la réparer, il fait appel au service du plus célèbre forgeron du futur. En arrivant chez le forgeron, un homme aux cheveux roux nommé Park Jae-hyun, Lee Jun-kyung, découvre qu'il ne gère pour l'instant qu'un petit commerce. Mais d'après l'histoire du roi démon, cela changera sûrement si Park Jae-hyun aide le roi démon jusqu'à la fin. Pour Park, l'arrivée de Lee Jun-kyung a d'abord été étrange. Mais après que Lee Jun-kyung ait expliqué qu'il avait été sponsorisé pour venir ici, Park n'en doutait plus. Le problème étant que Park était mécontent de l'incendie de son atelier qui l'empêchait de fabriquer des outils. Cependant, Lee Jun-kyung lui propose de l'aider à résoudre ses problèmes de magie. Park est émerveillé par la magie du feu avancée de Lee Jun-kyung. Au bout d'une semaine, Park a réussi à créer une lance puissante, qui peut être améliorée par la magie du feu. Plus elle absorbe de feu, plus elle devient puissante. Lee Jun-kyung explore le donjon et réfléchit à la façon de libérer le pouvoir de son bracelet de crâne, mais il n'a pas encore trouvé d'indice sur ses véritables capacités. Lee Jun-kyung a toujours été un travailleur acharné, et il est déterminé à améliorer ses compétences avant son prochain déploiement à la porte. Il a passé des heures à s'entraîner avec sa nouvelle lance. À perfectionner sa technique et à aiguiser ses réflexes jusqu'à ce qu'il soit capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair et avec une précision redoutable. Mais tout cet entraînement a un coût. Lee Jun-kyung n'a pratiquement pas dormi au cours des 2 dernières semaines, se poussant au bord de l'épuisement. Le lendemain, dans sa quête de réparation, Choi demande à tous les membres de la guilde de se mettre au travail. Choi demande à tous les membres de la guilde de se préparer à la mission à venir.
Il est persuadé qu'une fois qu'ils auront réussi, l'armée du Nord deviendra la guilde la plus puissante du monde. Dans le monde. In Chang est surpris par l'aura actuelle, Choi se demande comment il n'a pas encore atteint le rang 1. Tandis que Yang Su affirme que tout se déroule selon le plan de la mystérieuse personne, ce qui motive tous les membres à franchir la porte avec excitation. Pendant ce temps, sur le chemin de la porte, Kim a légèrement averti Lee Jun-kyung que la guilde de l'armée du Nord poursuivait la mission, ce qui signifiait qu'il y avait une forte probabilité de mort. Lee Jun-kyung en était conscient. Cependant, il ne pouvait pas permettre à la guilde du Nord de faire à nouveau des ravages. Dans cette situation, Lee Jun-kyung va donner une leçon de valeur à une personne. Alors qu'il s'approche de la porte, il est surpris d'y trouver Hyung, alors que les guildes ne sont pas autorisées dans la région. Hyung conseille à Lee Jun-kyung d'être prudent, car Choi est plus fort qu'il ne le pensait. Il est révélé que Choi a atteint le rang A. Hyung attend que Lee Jun-kyung abandonne, et s'il ne le fait pas, il détruira leur guilde. Lee Jun-kyung a été impressionné par la détermination de Hyung. Avec le bruit retentissant d'un ruisseau, la lourde porte s'ouvrit lentement, révélant un sombre pressentiment de mort. Changement de niveau et traits spéciaux activés. Les chasseurs échangèrent des regards inquiets, en essayant de comprendre ce qui se passait. Choi et ses deux subordonnés gardèrent leur sang-froid et prirent la direction du donjon. Choi éleva la voix, appelant tout le monde à rester calme et à ne pas perdre espoir. Grâce au travail d'équipe, il les a convaincus qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. C'est alors qu'une notification apparut sur leurs écrans. Le seigneur de Riverside tentait de prendre le contrôle de la zone. Il était temps pour Choi d'attendre sa chance de montrer ses compétences en contrôlant le prochain monstre boss. Lee Jun-kyung est en état de choc et ne peut rien faire d'autre que de suivre le mouvement. Choi demande à Young-soo de conserver ses forces un peu plus longtemps, car ils sont prévenus de la vague qui va déferler dans les prochaines heures. Pour éviter d'épuiser leur résistance, Choi décide d'utiliser les chasseurs comme boucliers. De plus, Choi ordonne à In Chang de tuer Lee Jun-kyung, quoi qu'il en coûte. Lors de la première vague, c'est la horde de lézards du monstre marin qui attaque les chasseurs. Bien que connaissant le niveau élevé du monstre, les chasseurs se précipitent dans la bataille et subissent des pertes dues au mystérieux jet d'eau du monstre. Lee Jun-kyung veut les aider, mais il se rend compte qu'il doit garder son endurance pour plus tard. Les membres de l'armée du Nord ont alors lancé une attaque surprise sur les lézards monstrueux de la mer. Par derrière, espérant rallier les autres chasseurs et leur remonter le moral avec leurs épées dégainées. Ils chargent sans crainte des créatures redoutables, prêts à tout pour protéger leurs camarades. C'est inspiré par leur courage que Lee Jun-kyung s'est senti. L'adrénaline coulait dans ses veines. Il savait qu'il devait faire sa part dans cette bataille, alors il brandit sa flamme. Il a brandi sa lance flamboyante avec une détermination sans faille et s'est lancé à l'assaut des monstres dans une démonstration de force et d'habileté stupéfiante. Il réussit à abattre plusieurs lézards à la fois, laissant les autres chasseurs dans l'admiration de ses capacités. Alors qu'il le regardait avec stupéfaction, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un nouveau respect pour le jeune homme. Le héros parmi eux, même Chang, qui doutait auparavant des capacités de Lee Jun-kyung, s'étonne de cette évolution inattendue. L'immense force de Lee Jun-kyung s'est révélée inestimable lors de la première vague. Une bataille qui s'est heureusement terminée sans causer de pertes significatives. Bien que Lee Jun-kyung ait utilisé la majeure partie de son endurance pendant le combat, son niveau a augmenté, et sa force est devenue de plus en plus impressionnante. Lee Jun-kyung se réjouit d'avoir réussi à attirer l'attention de partisans potentiels qui ont été impressionnés par ses actions héroïques. Il pense qu'avec leur soutien, il pourra devenir plus fort et mieux protéger ceux qui en ont besoin. Cependant, les espoirs de Lee Jun-kyung ont été anéantis lorsque la chute du ciel s'est assombrie, ce qui a poussé tous les partisans à se retirer, offrant leur soutien. Il est devenu évident que la force n'est pas favorable à son ambition, ce qui amène Lee Jun-kyung à se demander s'il pourra un jour atteindre son objectif de devenir un véritable héros. Quelque temps plus tard, de nombreux chasseurs commencent à s'approcher de Lee Jun-kyung et à lui offrir leur aide. Choi est dégoûté par la sympathie que Lee Jun-kyung reçoit, car cela interfère avec son plan. Cependant, il rassemble ses forces et tente de motiver les chasseurs pour qu'ils survivent une fois de plus à la 5e vague, malgré la mort de 4 d'entre eux. Malgré la fin de la 5e vague, le boss du donjon est finalement apparu sous la forme d'un golem d'eau. Sa force a augmenté et il est devenu invincible au contact de l'eau, ce qui a rendu la situation encore plus désastreuse.
Les chasseurs se demandaient comment ils avaient pu le vaincre. D'un seul coup d'eau mortel, le golem peut facilement détruire les golems. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'attaquer. Les attaquants et les chasseurs à distance lancent leurs attaques sur le monstre, mais elles ne semblent pas avoir d'effet. Seule la lance de Lee Jun-kyung a réussi à atterrir devant le golem, expliquant que pour blesser ce monstre, les chasseurs doivent enduire leurs armes de magie. Après avoir reçu l'ordre, tous les chasseurs ont essayé et ont été surpris de constater qu'ils pouvaient utiliser la compétence classée. La suggestion de Lee Jun-kyung d'enduire leurs armes de magie s'est avérée efficace pour blesser les golems d'eau, mais le défi était que ces monstres avaient un taux de régénération rapide. C'est alors que Lee Jun-kyung comprit que la vulnérabilité des golems d'eau se trouvait en son cœur. Il attendit patiemment le bon moment pour que le noyau s'ouvre, et lança sa lance de toutes ses forces. Le puissant Lee Jun-kyung lança sa lance de toutes ses forces et trouva enfin sa cible. En pénétrant dans le cœur de l'eau, le golem parvint à vaincre le boss du milieu, Donjon. En guise de récompense, il a reçu de précieuses gemmes d'eau et a gagné un niveau important. Son exploit a attiré l'attention de certains supporters qui n'ont pu s'empêcher d'être impressionnés par la performance exceptionnelle du jeune homme. Les autres chasseurs commencèrent à comprendre que Lee Jun-kyung n'était pas un chasseur ordinaire. Pas un chasseur ordinaire, mais un chasseur de rang S, il y a à peine 2 mois, ce qui faisait de lui un super débutant. S'approchant de Choi par derrière, un Chang lui demande de promettre de se rendre. Bien que de nombreux chasseurs aient perdu la vie, Choi reste immobile. Mais il s'est approché pour se faire insulter par les autres membres de la guilde, ceux qui l'ont mis en colère. En réponse, Choi déclare qu'ils travailleront plus dur et deviendront des héros. Lorsqu'il se retourne, In Chang a déjà disparu, mais Choi n'est pas perturbé par son départ. Les membres de l'armée du nord de la guilde s'engagent alors dans un combat contre les monstres, mais ils se rendent compte que leur niveau est bien inférieur à celui de Lee Jun-kyung. Dans une démonstration de force implacable, Lee Jun-kyung Il s'est lancé dans une folie meurtrière en éliminant des centaines de monstres. Bien qu'il ait épuisé toute son endurance, il est déterminé à monter en niveau et à devenir plus fort. Mais soudain, il est surpris par l'apparition d'une femme qui lui vient en aide. À sa grande surprise, il revêt les vêtements de Chang, révélant que la personne derrière Basimask est en fait une femme et non un homme. Le changement de guilde a entraîné la perte de plusieurs chasseurs et une humeur sombre s'est emparée du groupe. Alors que les chasseurs pleurent leur perte, certains membres de l'armée du Nord rabaissent Chang, le traitant de traître. Malgré ce traitement douloureux, In Chang reste ferme dans sa décision. Sachant qu'il avait suivi son cœur en rejoignant Lee Jun-kyung et qu'il était inspiré par la détermination inébranlable de Lee Jun-kyung. Après une courte pause, le boss du donjon apparut enfin. Les chasseurs se préparèrent à affronter le boss final du donjon, mais ils furent choqués par l'apparence colossale du serpent qui les surplombait. Avec sa présence menaçante dans Chang partage avec Lee Jun-kyung l'idée que Choi a élaboré un plan pour vaincre les monstres. Choi a élaboré un plan pour vaincre les monstres, ce qui insuffle un nouveau sentiment de détermination aux jeunes chasseurs. Tandis que l'autre partie donne des ordres non conventionnels, révélant leur intention de manipuler le boss du donjon à leur avantage. Choi fait appel à ses compétences, conjurant la pluie pour soutenir le boss dragon déjà redoutable. De plus, les chasseurs se préparent à un combat qui s'annonce difficile. Il y a une forte tempête de pluie, mais les pouvoirs à base d'eau sont efficaces contre les monstres de la barrière. Lee Jun-kyung, frustré et en colère, s'élance sur Choi, déterminé à abattre le responsable de leur situation difficile lors du prochain combat. Le boss du donjon fait en sorte qu'il soit presque impossible d'abattre sa cible. Déterminé à ne pas se laisser abattre, Lee Jun-kyung a recours à des actions désespérées, déployant des stratégies téméraires et non conventionnelles pour tenter de vaincre. Le choix de Lee Jun-young conçoit un plan audacieux pour vaincre Choi, qui consiste à l'attirer dans l'estomac d'un monstre pour maximiser sa puissance de feu. Pendant ce temps, à Chang, il a jeté son dévolu sur Yong-su, qui s'est engagé dans une bataille féroce et passionnante. Chaque soldat se révèle être un adversaire de taille en ternissant les puissantes attaques de l'autre. Dans le ventre du monstre, Lee Jun-kyung profite d'enflammer l'intérieur sec avec sa capacité de feu. Le pouvoir de Shui est affaibli par la chaleur intense qui peine à suivre l'intensité du feu. La scène est pleine de tension alors que Lee Jun-kyung se bat pour vaincre le monstre et éliminer Choi une fois pour toutes. Pendant ce temps, Lee Jun-kyung devient de plus en plus fort alors qu'il combat Choi dans une bataille féroce. Dans un moment de désespoir, Choi lance une attaque téméraire,
Mais Lee Jun-kyung riposte rapidement en donnant un puissant coup de lance dans l'estomac de Choi. Le bracelet de squelette. Lee Jun-kyung commence alors à réagir pour absorber l'âme de Choi, confirmant la rumeur selon laquelle le bracelet ne peut absorber que l'âme d'un héros. Lorsque Lee Jun-kyung accepte une tournure irréelle des événements, ils meurent tous les deux, laissant Lee Jun-kyung contempler les conséquences de leurs actes. Le livre du roi démon ne mentionne pas que les partisans ne meurent jamais, ce qui surprend Lee Jun-kyung, car les partisans meurent en même temps que leurs héros. Soudain, un corbeau émerge de l'âme de Choi et révèle son objectif. Lee Jun-kyung déclare son ambition de devenir le plus puissant chasseur au-delà du roi démon. L'oiseau disparaît alors. Dans un mouvement soudain, Lee Jun-kyung tranche Yong-soo d'en haut, mettant fin à ses mauvaises intentions à l'égard de Lee Jun-kyung. Quelles que soient les conséquences de ces actes, Lee Jun-kyung n'a aucun regret car il pense que c'était une punition légale pour Yong-soo. Le Skull Bracelet a réagi en dévorant l'âme de Yong-soo, ce qui a finalement permis de résoudre le problème de la mort de Yong-soo. Ce problème, estimant qu'il n'avait plus rien à offrir. In-chang a exprimé son intention de se retirer de la chasse. Mais Lee Jun-kyung voyait en lui un potentiel et voulait l'empêcher de partir, sachant qu'il pourrait devenir un grand chasseur à l'avenir avant qu'il ne doive l'aider à se calmer après un combat acharné. Lorsqu'ils sont sortis du sous-sol, un groupe de journalistes s'est pressé autour d'eux, désireux d'interviewer la nouvelle superstar de la chasse. Les journalistes s'enquirent de l'endroit où se trouvait Choi et demandèrent pourquoi il n'était pas revenu. À son attention, Young a rapidement saisi l'occasion et éleva Lee Jun-kyung au rang de héros du donjon. Cette soudaine tournure des événements a choqué les journalistes qui n'avaient pas réalisé que Lee Jun-kyung était déjà un célèbre super débutant. Mais Lee Jun-kyung ne pouvait s'empêcher d'être irrité d'apprendre que sur les 110 chasseurs qui étaient entrés dans le donjon, seuls 39 avaient réussi à survivre jusqu'à la fin. Dans un autre lieu, des corbeaux qui apparaissent est apparu pendant la bataille, a rapporté l'incident au président de l'association. Ce dernier a salué Lee Jun-kyung comme une sorte de dieu. Dans un autre lieu, Chang apparaît agité et visiblement faible. Bien qu'il ait été trahi, sa guilde lui manque toujours. Soudain, un ancien membre de l'armée du Nord s'approche de lui par derrière et l'encourage à garder espoir, lui assurant qu'il est innocent. Et que c'est le chef de la guilde qui a tort, il l'exhorte à ne pas perdre espoir. Pendant ce temps, Lee Jun-kyung et Young discutent de l'actualité, et il est révélé que Lee Jun-kyung a gagné le surnom de l'Outsider. Kyung affirme avec passion que ce surnom ne convient pas à Lee Jun-kyung, mais ce dernier semble perdu dans ses pensées. Sans y prêter attention, Lee Jun-kyung lâche soudain une bombe en exprimant son désir d'utiliser l'expression étrangère « faire le héros ». Kyung a l'air surpris et effrayé, le visage tordu. Avec horreur, la pièce se tait et le seul bruit est la respiration lourde de Lee Jun-kyung. Son aura s'étend et donne l'impression qu'il est prêt à libérer sa colère sur la personne qu'il vise. Lee Jun-kyung demande froidement si vous êtes membre d'Asgard. Ses yeux se posent sur Young, essayant de lire sa réaction. Young a l'air d'un cerf pris dans les phares. Son esprit s'efforce de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Il était clair que cette information n'était pas très connue, et la réaction de Young en était une indication claire. Il a été révélé plus tard que Lee Jun-kyung avait rencontré Heimdall, le chef d'Asgard. Alors qu'il était déjà membre de l'organisation, il a exprimé son désir de rejoindre Asgard, un groupe composé des chasseurs les plus compétents. Au début, In-chang est réticent, car il hésite à faire confiance à une organisation en raison de ses expériences passées avec des guildes corrompues. Bien qu'il ait des doutes sur la capacité de Lee Jun-kyung à gérer un objectif important, In-chang semble mal à l'aise et ne sait pas quoi faire. Lee Jun-kyung a fait une déclaration inattendue, affirmant qu'il venait de l'avenir et qu'il annonçait une guerre imminente. Il les a exhortés à travailler ensemble pour surmonter ce défi. Bien que la suite de la conversation ne soit pas claire, Lee Jun-kyung a déclaré quelque chose d'inattendu. Même si l'issue de leur discussion est incertaine, Lee Jun-kyung n'a pas perdu de temps et est immédiatement rentré chez lui en essayant d'invoquer son avatar lorsque Lee Jun-kyung a activé l'avatar. Il s'attendait à ce que le dragon d'os apparaisse. Mais à sa grande surprise, seule une tête de mort apparut. Malgré tout, il était déterminé à régner sur le monastère d'énergie, ce qui exigeait précision et contrôle. Malheureusement, les instructions du livre manquent de détails, ce qui le frustre et l'empêche de savoir comment procéder. Alors qu'il se sentait vaincu,
il a reçu un message de Kim lui proposant de l'emmener à l'association. Le cœur de Lee Jun-kyung bondit à la perspective de rencontrer le président de l'association, Jang Hyojin. Il avait entendu parler des prouesses et de la sagesse du chasseur légendaire, et il savait qu'il s'agissait d'une occasion rare d'apprendre auprès du meilleur. Le récit progresse avec l'arrivée de Lee Jun-kyung à l'association où il est accepté par le président Jang. Les livres qu'il a longuement étudiés parlent des capacités extraordinaires de Jang, affirmant même qu'il est l'égal du roi démon lui-même. Au moment où il entre dans la salle pour rencontrer Jang, Lee Jun-kyung ressent un mélange d'excitation et d'anxiété. La rencontre commence de manière assez amicale, Jang saluant Lee Jun-kyung d'un sourire et d'une poignée de main. Cependant, l'ambiance a soudain changé. L'ambiance changea soudainement lorsque l'expression de Yang devint sombre et qu'une aura noire l'entoura. D'un air menaçant, Yang a demandé « Qui êtes-vous » Jang était une personne extraordinaire, affirmant qu'il savait déjà tout sur Lee Jun-kyung. Il reconnaît l'extraordinaire évolution de Jang après l'éveil, ce qui l'a beaucoup impressionné. Cependant, la ligne d'interrogation a changé lorsqu'il a interrogé Lee Jun-kyung sur les circonstances de la mort de Choa. Il croyait sincèrement qu'il était innocent de tout acte répréhensible. Après tout, ce n'était pas contraire aux règles. Jang, qui a entendu ces mots, était en colère parce que Yong-sun était son esclave libre. Même si Jang était en colère, Lee Jun-kyung a immédiatement coupé ses paroles et a dit qu'il voulait rejoindre Asgard. Pendant tout ce temps, Jang n'était pas en colère et devait rejoindre Asgard. Mais avant cela, Jang a demandé pourquoi Lee Jun-kyung voulait rejoindre les Asgard. Jang a répondu que la vision et la mission d'Asgard de sauver l'humanité lui plaisaient. Lee Jun-kyung a aussi un peu péché en disant qu'il est Odin, le roi d'Asgard. En entendant cela, Jang s'intéresse de plus en plus à Lee Jun-kyung qui sait tout de lui. Et son but n'était pas de mettre Jang en colère car sa curiosité pour Lee Jun-kyung l'a rendu obsédé par lui. Et Jang lui demanda « Si tu savais pour mes yeux ?» Bien sûr, Lee Jun-kyung a répondu qu'il savait que ses yeux étaient les yeux de la vérité. Sachant cela, Jang devint encore plus obsédé par Lee Jun-kyung et lui permit de rejoindre Asgard. Mais Jang n'a pas laissé Lee Jun-kyung entrer gratuitement et lui a fait passer des examens d'entrée pour vérifier s'il correspondait au groupe Asgard. Lee Jun-kyung sera confronté à ce test lors du raid à Londres, où cette activité sera bientôt menée, et Jang a donc demandé à Lee Jun-kyung de se préparer pour le raid. Avant de partir, Jang a utilisé sa capacité de restriction du milieu, qui a réduit Lee Jun-kyung au silence, afin qu'il ne divulgue pas le secret de Jang à d'autres. Mais il semble que le handicap n'affecte pas Lee Jun-kyung. En effet, dès le départ, il savait que Jang utiliserait cette capacité pour le faire taire. Peu de temps après, au café, Chang est finalement venu après quelques jours et a accepté de se rencontrer ici pour discuter de quelque chose. Lors de cette réunion, Lee Jun-kyung a expliqué pourquoi Jang ne l'avait pas tué. Même s'il savait que son identité parce que Jang ne pensait pas qu'il était un chercheur de menaces. Cet Chang était très triste car il s'est avéré qu'il n'était personne. La deuxième raison, c'est que Lee Jun-kyung a demandé à Chang de le rejoindre. Lee Jun-kyung a également révélé son objectif de créer un monde pacifique sans discrimination. Comme personne ici ne croit Chang, tout le monde fait confiance à Lee Jun-kyung. Après qu'Chang a accepté de le suivre, Chang lui a demandé ce qu'il comptait faire. Chang lui a demandé ce qu'il ferait pour créer un monde pacifique. Avant de répondre, Lee Jun-kyung lui a demandé ce que Chang avait obtenu des partisans de la porte de la rivière Lin. Comme Chang avait confiance en Lee Jun-kyung, il lui dit qu'il avait reçu une pierre de sang de dragon de son partisan nommé Prince Charmant. Après avoir entendu cela, Lee Jun-kyung était très heureux, car ses soupçons étaient fondés. Chang avait obtenu la pierre de sang de l'étoile. Lee Jun-kyung avait ciblé cet objet secondaire pour renforcer le secret immortel à la perfection. Et par coïncidence, Chang lui a donné l'objet gratuitement, bien que s'il l'utilisait, cela pourrait le rendre plus fort. Mais Chang a refusé et a dit que Lee Jun-kyung en savait plus sur l'objet, alors il ferait mieux de jouer avec et d'être capable d'utiliser l'objet au maximum. Après avoir obtenu la pierre de sang, Lee Jun-kyung se rendit immédiatement chez le forgeron et lui demanda de combiner son arme et celle Chang pour installer la pierre de sang. Le forgeron fut très surpris de voir cet objet et demanda pourquoi Lee Jun-kyung avait pu obtenir cet objet très rare. Bien sûr, parce qu'il n'y a qu'une seule pierre de sang. Lee Jun-kyung va casser la pierre de sang en 2 parties pour pouvoir l'attacher à l'épée ou à Chang. Le forgeron a été très surpris
car il ne s'attendait pas à ce que cette pierre rare soit séparée et attachée à l'arme. C'est pourquoi le forgeron n'a pas demandé d'argent à Lee Jun-kyung. Un jour plus tard, on apprend que Lee Jun-kyung et In Chang se sont disputés, et In Chang effectue un raid pour tester leurs nouvelles épées et s'entraîner en vue de l'épreuve à venir. Avec l'effet pierre de sang, ils peuvent absorber le sang de leurs ennemis et renforcer leurs armes. La force de l'épée augmentera au fil des combats. En entendant cela, In Chang n'en revenait pas. In Chang ne pouvait pas croire que sa décision de donner l'objet à Lee Jun-kyung était la bonne. Non loin d'ici, la porte du boss du guerrier ogre apparut. On peut voir que la force du monstre est terrible et qu'il a une attaque très puissante. Mais Lee Jun-kyung ne s'attendait pas à ce que l'attaque de l'ogre soit aussi puissante et qu'il puisse bloquer l'attaque avec son épée, puis taillader le monstre à mort. En voyant cela, Lee Jun-kyung ne pouvait pas croire que la décision prise par In Chang en tant que subordonné était la bonne. Un jour plus tard, avant le début de l'examen, Lee Jun-kyung rencontra Lee Jun-kyung. Ce dernier était venu lui conseiller de ne pas passer l'examen, car il avait l'intuition que Lee Jun-kyung allait mourir, se présenter à l'examen. Bien que Young lui ait suggéré de rester à l'écart, Lee Jun-kyung s'y rendra quand même parce que certaines affaires l'ont empêché de refuser de passer l'examen. Au matin, Lee Jun-kyung et In Chang sont escortés par Kim, qui les dirige vers un portail menant à Londres. Peu après l'ouverture du portail, Lee Jun-kyung et In Chang y pénètrent, tandis que leur légion est accueillie par deux associations de chasseurs de Londres qui les dirigent vers le lieu de réunion. Le soir, ils ont assisté à une fête pour faire connaissance avec des chasseurs d'autres pays, et parmi les nombreux chasseurs, il y avait une personne qui se distinguait lors de l'événement. L'homme était grand et semblait très fort. Il semblait exprimer sa déception à l'égard de l'association coréenne, qui avait envoyé un chasseur faible à cet événement. En voyant cela, Lee Jun-kyung a finalement réalisé que l'homme était un membre du groupe olympique. Cet événement inattendu rendit Lee Jun-kyung un peu inquiet, car l'arrivée de cet homme pouvait l'anéantir. Kyung et Chang l'ont arrêté de la main. Ce qu'il faisait était imprudent, car la force physique des deux était sans commune mesure. En conséquence, In Chang s'est brisé les os, car il n'a pas pu résister à la contre-attaque de Démétrius. Le lendemain, parce qu'il n'y a pas d'événement, Lee Jun-kyung et In Chang feront un raid pour augmenter leur force. Mais cette fois-ci, le but principal du raid était que Lee Jun-kyung demande à In Chang d'obtenir le titre de tueur d'ogre. Le but de cet exercice était de garder le texte d'anticipation de Démétrius, alors que l'objectif de Lee Jun-kyung était différent. Il irait à l'intérieur et chercherait des objets qui le mèneraient à la victoire. Après avoir expliqué cela, Lee Jun-kyung et Chang sont priés de se présenter immédiatement. Lee Jun-kyung revient et apporte un grand groupe d'ogres pour qu'In Chang puisse les tuer et gagner le titre de tueur d'ogres. In Chang hésite un peu au début, mais c'est un ordre de Lee Jun-kyung et il s'exécute. Pendant ce temps, de son côté, Lee Jun-kyung enverra son appel pour aider In Chang si quelque chose arrive. Pendant ce temps, lors du combat d'In Chang, Lee Jun-kyung ira plus loin pour trouver un objet permettant de tuer Hercule. Et dès qu'il trouve un monstre qui n'a pas l'objet, en plus de pouvoir obtenir l'objet, Lee Jun-kyung doit faire face à un boss de donjon nommé Red-Eyed Ogre, ogre aux yeux rouges. En Corée, il semble qu'il y ait un conflit entre Hyung et Jang. Il semble que Hyung ait dit qu'il n'acceptait pas la décision de Jang d'envoyer Lee Jun-kyung. Bien sûr, la raison pour laquelle Hyung s'est battu contre lui est que dans cette bataille, Hercule serait présent. Avec la présence d'Hercule, il est certain que Lee Jun-kyung ne gagnera pas et ne reviendra pas vivant. Entendre cela a vraiment choqué Jang, car il ne s'attendait pas à ce que le groupe des Jeux Olympiques l'ait trahi. Avant les Jeux Olympiques, il avait été convenu que l'équipe d'Asgard remporterait l'épreuve. Cet incident inattendu a mis Jang en colère et il a envoyé des gens pour aider Lee Jun-kyung en se disant que si Lee Jun-kyung mourait, il mourrait de curiosité. En effet, Jang était toujours curieux de savoir pourquoi Lee Jun-kyung était au courant de ses secrets et de ceux d'Asgard. D'un autre côté, Lee Jun-kyung est toujours en train de se battre avec le patron à ce sujet. On peut voir que même s'il a un corps très large et une vitesse très rapide, il est difficile pour Lee Jun-kyung de s'en sortir. Cela rend la tâche difficile à Lee Jun-kyung. En effet, dans cette attaque, il ne veut pas gaspiller assez d'énergie. Cependant, à cause de cette situation imprévue, il a inévitablement dû utiliser toutes ses capacités pour vaincre le monstre. Bien sûr, sa grande force lui permet de maîtriser le monstre et d'obtenir l'objet qu'il recherche. À différents endroits, nous voyons la raison pour laquelle Hercule pourrait être ici. Il semble qu'il ait violé les règles olympiques et qu'il ait l'intention de gagner ce match. George, qui ne voulait pas s'impliquer au début, n'a pas pu s'empêcher de le faire.
n'a pas pu s'empêcher de s'impliquer, car depuis le premier tapage d'Hercule, c'est aussi lui qui est à blâmer. Et qu'on le veuille ou non, à l'issue de ce match, les officiels olympiques les puniront sévèrement pour avoir violé l'accord. En attendant, du côté de Lee Jun-kyung, où ce jour-là, avant le début de l'événement, il a pris le temps d'aller à la boutique d'alchimie, où son but était d'enduire l'arme avec le minerai rouge qu'il avait obtenu plus tôt. Et par coïncidence, l'endroit où il se rendait était l'un des plus grands forgerons de l'histoire, qui portait le surnom d'Héphaïstos. Bien sûr, au début, Héphaïstos ne savait pas trop où Lee Jun-kyung avait obtenu l'objet. Il est certain que ceux qui ont pu obtenir l'objet sont très forts, mais la question qui se pose ici est la suivante. Quel est l'intérêt de badigeonner son arme avec cet objet? Lee Jun-kyung n'a rien expliqué, si ce n'est qu'il connaissait Park, le frère d'Héphaïstos, et qu'il lui avait simplement demandé de faire ce qu'il voulait. Après plusieurs jours d'attente, l'événement commença enfin. Des chasseurs du monde entier se sont rassemblés pour franchir la porte. Comme prévu, avant d'entrer dans l'événement, Hercule est venu voir Lee Jun-kyung et lui a dit qu'il le tuerait. Mais Lee Jun-kyung se contenta de répondre par un sourire. La porte s'ouvre et tous les chasseurs entrent à l'intérieur. Avant d'entrer dans Lee Jun-kyung dit à In-chang de s'enfuir dès qu'il entrerait. Il n'en connaissait pas la raison, mais In-chang a fait ce qu'il lui a dit. Et il est vrai que lorsqu'il a franchi la porte, de nombreuses personnes sont mortes. En voyant cela, In-chang a été très choqué. In-chang était très choqué de voir combien de chasseurs pouvaient mourir alors que la porte avait été ouverte il y a 5 minutes. Voyant cela, In-chang n'en pouvait plus et voulut sauver un chasseur qui était encore debout. Mais de façon inattendue, il fut attaqué par Hercule. In-chang refusa de se battre et continua à se défendre et à esquiver. Mais heureusement, Lee Jun et Kyung étant arrivés au bon moment, il fut sauvé et s'échappa vers un endroit sûr. Une fois en lieu sûr, In-chang a demandé ce qui était arrivé à Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung répond que les chasseurs de la mort n'ont pas été tués par Hercule, mais qu'il s'agissait d'une explosion préparée par quelqu'un pour pouvoir tuer Hercule. En voyant cela, In-chang ne peut vraiment pas y croire. Lee Jun-kyung va alors mettre en place un plan pour tuer Hercule, mais cela ne va pas être facile. Hercule, et pour commencer le plan, Lee Jun-kyung lui demande de trouver le chasseur qui a piégé Hercule. Et peu de temps après l'avoir trouvé, Lee Jun-kyung se souviendra d'eux et en fera un appât pour Hercule qui le suivra. Lee Jun-kyung se souviendra d'eux et en fera un appât pour qu'Hercule le suive. D'autre part, l'atmosphère devient tendue lorsque Hercule et George se font prendre au piège de Légion. Un ennemi notoire et impitoyable lorsqu'ils parviennent à éliminer les fabricants d'explosifs. La situation devient rapidement dangereuse lorsque les corps sans vie s'animent soudainement et lancent une attaque vicieuse sur Hercule, malgré l'inutilité de leur capacité d'invocateur, les ennemis des morts vivants. Par ailleurs, sur le chemin, Lee Jun-kyung a été arrêté par quelqu'un. Il s'est avéré que ce quelqu'un était un messager de Jang nommé Inep. Ici, Jang a envoyé des ordres qui l'aideront. Et les patrons ont également confirmé que la compétition sera remportée par Asgard. Qui savait cela, Lee Jun-kyung n'a pas accepté leur aide, mais il a refusé. Parce qu'il est venu ici pour ne pas gagner en vain. Mais son objectif a changé avec l'arrivée d'Hercule. Bien que cela soit peu probable, Lee Jun-kyung essaierait de gagner cette compétition et de devenir un membre d'Asgard. Inep fut très surpris d'entendre ces mots et dit qu'il ne pouvait pas aider parce que ce n'était pas un ordre de Jang, mais une décision de Lee Jun-kyung lui-même. Ainsi, Inep ne pouvait pas forcer sa volonté et rentrer chez lui. Mais ici, Inep ne rentra pas directement chez lui, mais garda un œil sur eux parce qu'il voulait savoir comment Lee Jun-kyung pouvait battre le boss du donjon avec Hercule en même temps. Après avoir cherché assez longtemps, Lee Jun-kyung est finalement arrivé à la cachette de la porte d'un boss nommé Kataerom. On peut voir que le monstre est très fort et très terrible. C'est là que l'on découvre le plan principal de Lee Jun-kyung. C'est pourquoi il a amené Hercule ici. Hercule va vaincre le nouveau boss et Lee Jun-kyung va l'attaquer. Et bien sûr, pour pouvoir vaincre Hercule, Lee Jun-kyung doit le faire. Faire entrer les monstres dans le mode le plus fort. Dès qu'Hercule posa le pied dans la zone désignée, ses sens aiguisés l'avertirent d'un danger imminent sans crier gare. Le groupe commença à trembler sous ses pieds, et avant qu'il ne puisse réagir, un monstre féroce émergea des profondeurs de la terre, les yeux brillants de malice. Hercule réagit au premier coup du monstre par un puissant coup de poing qui l'envoya plusieurs mètres en arrière. Mais il savait qu'il ne fallait pas baisser sa garde, et alors qu'il se préparait à porter un autre coup, le corps entier du monstre se convulsa et une aura de feu l'engloutit en un instant. Il se transforma en une bête gigantesque et terrifiante, dominant Hercule de ses muscles massifs.
Leur excitation et leur peur leur firent comprendre que le monstre était maintenant au plus fort et qu'il était temps de passer à la phase suivante de leur plan. Sans hésiter, ils s'enfuirent, laissant Hercule seul face à la bête, mais à leur grande surprise, Hercule ne recula pas. Il se tenait prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui. Malheureusement, le monstre était très rapide et Hercule dut faire face. Le duel entre Hercule et le monstre était si féroce que les chasseurs qui étaient venus ne pouvaient que se taire et trembler. Pendant ce temps, du côté de Lee Jun-kyung, il mettait en place le plan ultime. Lee Jun-kyung graissa immédiatement son arme avec les objets qu'il avait préparés à l'avance. Après avoir vu la brèche, Lee Jun-kyung lance l'esprit d'Hercule, mais de façon inattendue, George écarte la lance. Voyant cela, In Chang s'avance pour combattre. In Chang s'avance pour combattre George, ce qui permet à Lee Jun-kyung d'attaquer avec sa lance. Un duel assez féroce s'engage alors entre In Chang et George dans le dos. Après avoir attaqué, ils ont réussi à se blesser l'un l'autre. Mais même si In Chang était très fort, ses attaques n'ont pas réussi à égratigner George. Mais les choses se sont inversées lorsque In Chang a été aidé par une invocation de Lee Jun-kyung. Voyant cela, Lee Jun-kyung se concentra sur la recherche d'une brèche pour pouvoir, afin que sa seconde attaque puisse poignarder Hercule. Mais avant cela, Lee Jun-kyung ne croyait pas en la force d'Hercule. Comment cela pouvait-il arriver, même si le monstre était entré dans son mode le plus puissant? De plus, l'énergie démoniaque d'Hercule était encore capable de résister à la plus forte attaque de sa part. Au lieu de cela, il la retourna. Pendant ce temps, du côté d'In Chang, on se demandait aussi comment on pouvait tuer quelqu'un d'aussi fort qu'Hercule. Il s'avère que Lee Jun-kyung a toujours un moyen et attend qu'Hercule entre en mode berserker. Selon le livre, le roi démon Hercule devenait incontrôlable quand il aimait se battre. Et bien sûr, pour qu'Hercule entre en mode berserker, Lee Jun-kyung devait inévitablement descendre pour le combattre. Le fait de voir Lee Jun-kyung descendre pour le combattre rendait Hercule très heureux, et il le servait. Il ne fallut pas longtemps à Hercule pour utiliser sa plus grande force et tuer Lee Jun-kyung. Du côté d'Inev, ils ont vu cela et ont pensé que Lee Jun-kyung serait blessé en l'attaquant. De plus, ils ont vu Lee Jun-kyung rassemble du mana pour se défendre. Si Lee Jun-kyung faisait cela, cela ne servirait à rien car l'attaque d'Hercule était très puissante. Mais il s'avère que ce que Lee Jun-kyung a fait n'est pas ce qu'il pensait, car ce qu'il a fait avant n'était qu'une distraction. Lee Jun-kyung a attaqué avec sa lance. Bien qu'il s'agisse d'une attaque puissante, Lee Jun-kyung n'a pas sérieusement blessé Hercule. Et au lieu de cela, il inversa l'attaque pour projeter Lee Jun-kyung. Mais une petite attaque lui suffisait car il ne s'agissait pas d'une attaque ordinaire, mais de son attaque. Son arme était enduite de poison. Bien sûr, Hercule, qui n'était pas au courant, fut choqué et ressentit les effets du poison qui le rendait incapable de bouger. Ce poison n'est pas un poison en général puisqu'il s'agit d'un sérum qui augmente la force. Et pourquoi Lee Jun-kyung a-t-il fait cela avec une puissance supplémentaire qui ferait passer Hercule en mode berserker incontrôlable, se tuant même parce qu'il ne pouvait pas retenir le pouvoir dans son corps? Tandis que George, qui a vu cela, s'est immédiatement rendu sur place pour arrêter son déchaînement d'Hercule. Il a été arrêté par Lee Jun-kyung. Et grâce au temps, il était trop tard parce que le mode berserker plus la puissance démoniaque d'Hercule n'ont pas pu être arrêtés. Malgré cela, George insiste toujours pour aller là-bas afin de l'arrêter correctement. Parce que Lee Jun-kyung ne veut pas que l'avenir soit le même qu'avant, où George est mort. Ici, Lee Jun-kyung dit à George qu'il existe un moyen d'arrêter le déchaînement d'Hercule. Nous devons attendre 5 minutes, car selon les estimations, au bout de 5 minutes, Hercule s'évanouira parce qu'il ne pourra plus retenir sa force. Dès le début, Lee Jun-kyung l'a remarqué, car si Hercule s'évanouit, il gagnera à coup sûr. Même si cela semble facile, il sera très difficile de retenir Hercule. Voyant cela, George, qu'il le veuille ou non, a dû travailler ensemble pour gagner jusqu'à 5 minutes de temps. Hercule devint fou et attaqua tous les chasseurs présents, tandis qu'In Chang était submergé par le physique d'Hercule qui devenait de plus en plus fort. En voyant-le, les chasseurs n'ont pas l'intention de gagner la compétition cette fois-ci et entendent revenir au souvenir de la terrible bataille qui leur a fait craindre de participer. De son côté, Inev ne croyait pas vraiment à tout cela. De plus, quelque chose le rendait curieux à propos de l'ogre que Lee Jun-kyung avait apporté. Par curiosité, Inev va descendre pour les aider à arrêter Hercule. Mais l'aide d'Inev ne change rien à la force ridicule d'Hercule. Pendant ce temps, George n'a pas abandonné. Il a continué à essayer de l'arrêter. Malheureusement, Hercule était inconscient et a sorti son pouvoir principal pour attaquer George. Bien que George ait pu l'éviter, les effets de l'attaque l'ont profondément blessé. Non loin de là,
Lee Jun-kyung était silencieux et ne faisait rien. Il s'avère que Lee Jun-kyung est inconscient parce que la pierre de sang a bouilli et que Lee Jun-kyung a fait une bombe de sang. Et il s'avère que l'effet est le même que celui d'Hercule, où le corps de Lee Jun-kyung est pénétré avec une grande force. Contrairement à Hercule, Lee Jun-kyung est encore conscient et dégage une aura plus forte qu'Hercule. Dans cet état, Lee Jun-kyung l'utilisera pour combattre Hercule en mode berserker. Mais avant cela, ici, Lee Jun-kyung va d'abord combattre la porte du boss, car les monstres vont interférer avec le combat. Et contre toute attente, avec seulement quelques attaques, Lee Jun-kyung parvient à abattre le monstre sans difficulté. Mais à partir de là, un énorme problème survient. L'extérieur est soudainement rempli d'une aura terrifiante. Cette aura qui sortait du corps de Lee Jun-kyung absorbait en fait la magie qui l'entourait, lui donnant une force extraordinaire. Incapable de résister à cette grande puissance, Lee Jun-kyung perdit le contrôle et devint inconscient. Dans cet état, Lee Jun-kyung attaqua immédiatement Hercule. On a vu que la collision de leurs attaques était très puissante. Mais cette attaque puissante ne pouvait pas tuer Hercule et ne détruisait qu'une main. Ce n'est pas grave, car grâce à son pouvoir démoniaque, les mains d'Hercule redeviennent normales. Pendant ce temps, Lee Jun-kyung semble sérieusement blessé. Mais la différence est que la régénération de Lee Jun-kyung est très rapide. En voyant cela, George n'arrivait pas à croire que tout cela puisse arriver et que Lee Jun-kyung ait un tel pouvoir. Le combat entre Lee Jun-kyung et Hercule se poursuivit. En voyant ce terrible combat, les chasseurs ne pouvaient que rester immobiles et regarder. Hercule fut vaincu par Lee Jun-kyung, qui avait réussi à poignarder Hercule avec sa lance. Mais Lee Jun-kyung n'est pas satisfait et a l'intention de tuer Hercule qui est en train de mourir. George, qui le sait, se précipite pour arrêter Lee Jun-kyung, mais comme ce dernier est trop rapide, il abandonne. Au même moment, Athéna arriva soudainement et arrêta l'attaque grâce à son pouvoir. George était honoré d'avoir rencontré Athéna. En voyant la situation actuelle, Athéna déclara que c'était un vrai gâchis. À cause d'eux, Athéna avait une dette envers Zeus. Athéna demanda alors qui était cette personne. La personne qui se trouve en face d'elle est un outsider. George a également répondu qu'il était un outsider. Athéna comprend enfin que tous les changements qui se sont produits à la porte étaient dus à Lee Jun-kyung. Il ne pouvait s'empêcher de penser que Lee Jun-kyung était capable de supprimer son bouclier. Lee Jun-kyung avait même recouvert toute la montagne Cathare et absorbé la puissance magique de tous les êtres vivants avec ses flammes bleues. Athéna pensait qu'un nouveau venu comme Lee Jun-kyung avait juste la chance d'entrer à Asgard, mais elle ne pensait pas que Lee Jun-kyung pourrait battre Hercule. Ce dernier pensait également que Lee Jun-kyung était dangereux et décida de le tuer à l'aide de sa lance. Mais soudain, quelqu'un arrêta Athéna. La figure de Heimdall apparut à la source du son qui avait arrêté Athéna. Athéna demanda également pourquoi Heimdall était ici, mais Heimdall répondit en demandant la même chose. Athéna pensa que Heimdall semblait suivre son éclair. Heimdall se plaça alors devant Lee Jun-kyung pour le protéger. Athéna ordonne également à Heimdall de s'écarter et déclare que Lee Jun-kyung doit être tué sur le champ. En entendant cela, Heimdall a menacé. Heimdall menaça que si Athéna tuait Lee Jun-kyung, il considérerait cela comme une déclaration de guerre à Asgard. Athéna ne s'attendait pas à ce que Lee Jun-kyung soit si important pour Heimdall. Il trouvait cela amusant parce qu'il pensait que rien ne comptait pour Heimdall. Heimdall l'entendit en silence. Ineve ne tarda pas à l'interrompre et à lui demander la permission de parler en se présentant. Athéna reconnut également Ineve comme étant le chef des guerriers égyptiens. En entendant les paroles d'Athéna, Ineve se sentit honoré qu'Athéna le reconnaisse. Ineve dit alors que Nil a demandé la protection de l'opprimé. Cela surprit Athéna. Il était en effet certain qu'Athéna savait qu'il tenait l'œil d'Osiris entre ses mains. Ineve explique alors qu'il a désormais le pouvoir de représenter tout le Nil et espère qu'Athéna accédera à la demande de Nil. La porte va enfin s'effondrer d'une minute à l'autre. Quand cela se produira-t-il? Le ciel de l'Apocalypse parraine Lee Jun-kyung pour la résistance à l'énergie démoniaque et la purification. Parce que Lee Jun-kyung a acquis des compétences sans être parrainé, il a maintenant atteint une réussite extraordinaire et a reçu le titre de « celui qui trace sa propre voie ». C'est grâce à cela que la compétence flux de mana a été créée. Alors que Lee Jun-kyung était inconscient, Jung In-chang a réalisé que Lee Jun-kyung s'était réveillé. Il se sentit très soulagé que Lee Jun-kyung se soit réveillé. Lee Jun-kyung a essayé de dire quelque chose, mais sa voix ne sortait pas. Comme le corps de Lee Jun-kyung était complètement détruit,
Jung-in Chang demanda à Lee Jun-kyung d'attendre un moment parce qu'il voulait appeler quelqu'un. Après avoir vu la décoration d'un bouclier rond avec 2 épées, Lee Jun-kyung était sûr que cet endroit était une table ronde. Tous les chasseurs puissants n'ont pas fondé des organisations secrètes pour contrôler le monde dans l'ombre. Il y a aussi des organisations qui ont été fondées en secret avec de bonnes intentions. L'une d'entre elles est la table ronde. Mais Lee Jun-kyung a tout de même pensé qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. Il se cache et se déplace silencieusement. Ils n'ont bougé que lorsque la Grande-Bretagne risquait d'être écrasée. Même avec des forces aussi puissantes, ils ne font rien pour changer les choses. Cependant, le corps de Lee Jun-kyung est complètement chamboulé en ce moment. Son corps est écrasé, sa voix est étouffée, et ses jambes ne peuvent plus bouger. Lee Jun-kyung a alors essayé d'appeler Hyun-moo, mais il n'a pas pu l'appeler car Hyun-moo dormait. À bien y réfléchir, il n'avait pas besoin de Hyun-moo dans la situation actuelle. Lee Jun-kyung vérifia alors son statut. Le niveau de Lee Jun-kyung était dépassé pour le moment, mais ses statistiques baissaient. Il pensa qu'il s'agissait d'un effet secondaire du minerai rouge. Il réalisa alors qu'il avait obtenu une compétence qui rivalisait avec une compétence unique. Satisfait pour l'instant, il souhaitait être intime avec le ciel de l'Apocalypse pour toujours. Après que l'état de Lee Jun-kyung se soit légèrement amélioré, Heimdall rendit visite à Lee Jun-kyung et lui demanda comment il allait. Il avait entendu dire que cela était dû à l'énergie démoniaque, car c'est quelque chose qui arrive rarement. Il n'y a donc pas de méthode de traitement ou de prise en charge appropriée. Mais il a dit qu'après avoir vu Lee Jun-kyung à ce moment-là, il pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Dans le cœur de Lee Jun-kyung, il pensait qu'il ne serait pas difficile de se débarrasser du monastère et du parrainage du ciel de l'Apocalypse. Heimdall conseilla alors à Lee Jun-kyung de se concentrer d'abord sur sa guérison et qu'il l'interrogerait plus tard, une fois Lee Jun-kyung rétabli. Après avoir rencontré Lee Jun-kyung, Heimdall assiste à une réunion pour parler de Lee Jun-kyung. Athéna dit que le pouvoir de Lee Jun-kyung est trop dangereux et l'Olympe demande une enquête sur le pouvoir de Lee Jun-kyung. Mais Heimdall refuse, car il n'y a aucune raison pour qu'Asgard révèle les capacités de ses chasseurs. De plus, Heimdall a dit que c'était Shureuse de l'Olympe qui avait donné une explication parce que l'Olympe avait violé un accord secret avec Asgard. Asgard s'était vu promettre la victoire dans la bataille des grands guerriers cette fois-ci et avait envoyé le chasseur désigné. S'il savait qu'Hercule avait rompu le pacte et participé à la bataille des grands guerriers, il serait impossible pour Asgard d'envoyer Lee Jun-kyung. Dans une telle situation, les chasseurs d'Asgard ne pouvaient qu'opposer la plus grande résistance possible. C'est pourquoi Heimdall pense que l'Olympe devrait expliquer ses actions dans cette situation. Athéna a également déclaré que le pouvoir de Lee Jun-kyung était dangereux. Il a enveloppé toute la porte de flammes bleues et a également absorbé le mana des autres chasseurs. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'incident de ce genre. C'est pour cette raison qu'Athéna a dit qu'Olympe avait demandé le transfert d'Underdog. Et si la demande n'est pas acceptée, Athéna déclare que l'Olympe se prépare à la guerre contre Asgard. Heimdall savait qu'absorber le mana d'autres chasseurs par le feu était une capacité dangereuse et inédite. Mais Heimdall soutenait que les chasseurs eux-mêmes étaient dangereux dès le départ. Tous les participants à la réunion semblaient d'accord avec les paroles de Heimdall. Heimdall dit alors qu'ils sont tous des créatures inconnues qui n'existaient pas auparavant, et que les capacités des chasseurs inspirent la peur et le danger à tout le monde. Pour cette raison, l'Olympe, qui a discuté de la guerre sur ces sujets, devrait prendre la responsabilité de ces paroles, car elles montrent du mépris envers les chasseurs. Très ennuyée, Athéna dit par télépathie à Heimdall que tout cela est de sa faute. Athéna ne comprenait pas pourquoi elle était là. Chaque fois qu'il s'adressait à Heimdall, il était très irrité et n'arrivait pas à réfléchir. Athéna lui dit alors qu'elle espérait qu'il ne se reverrait plus jamais une fois cette histoire terminée. En entendant cela, Heimdall se sentit coupable. Heimdall s'est senti coupable. Ailleurs, Lee Jun-kyung a activé le monastère. En utilisant cette compétence, il peut lire quel flux. Il a pu le comprendre en voyant le flux de mana de Démétrius. Il utilise le mana qui l'entoure pour amplifier sa force. Ainsi, l'attaque et la défense seront plus fortes si vous l'utilisez. C'est ce qu'on appelle le flux de mana. C'est pourquoi Lee Jun-kyung a décidé d'utiliser le flux de mana pour récupérer en priorité. Avec Mana Stream, ses compétences sont en synergie avec la régénération et la vitesse de récupération de Lee Jun-kyung augmente. Au bout d'un moment, Lee Jun-kyung vomit du sang. C'était le liquide impur de la pierre de sang du dragon qui rongeait son corps. Il se sentait enfin soulagé.
Il devait maintenant restaurer l'endroit précédemment affecté par l'impureté. Un instant plus tard, Lee Jun-kyung sentit que quelque chose bloquait le flux de mana. Lee Jun-kyung sentit une bille noire bloquer le flux de mana dans sa bosse. Comme il n'allait pas réussir à ce rythme, il décida de changer la direction de son flux de mana. Pendant que Lee Jun-kyung récupérait, Young In-chang et George s'entraînaient en ce moment. George mettait la pression sur Young In-chang en multipliant les attaques sur Young In-chang. Devant Young In-chang qui était en difficulté, George a également dit que Young In-chang était trop lent. Agacé d'être traité de lent, Young In-chang a contre-attaqué George. En voyant l'attaque de Young In-chang, George félicita Young In-chang qui avait enfin réussi. Il enseigna que les attaques des monstres et des humains sont différentes. Young In-chang doit donc le comprendre. Young In-chang a répondu qu'il ne comprenait pas les longues phrases et a ensuite effectué une attaque horizontale. George a immédiatement esquivé l'attaque de Young In-chang et a contre-attaqué. L'attaque a également éraflé la joue de Young In-chang. C'est eux qui a fait reculer ce dernier. George a également demandé s'il devait s'arrêter là. Young In-chang était vraiment déçu de ne pas avoir pu aider à la Chattarian Gate. Il pensait que le fait de ne pas recevoir le titre indiquait qu'il n'avait pas encore été reconnu de son parrain. Et une fois de plus, Young In-chang n'a pas pu le protéger. Le message du parrain de Young In-chang disait aussi que le parrain avait jeté un regard de pitié. Young In-chang ne s'attendait pas à entendre de tels mots de la part de son parrain. Lee Jun-kyung pensait que lui et Lee Jun-kyung partaient de la même ligne de départ, mais aujourd'hui Lee Jun-kyung est loin devant lui. Et aujourd'hui, nous ne progressons pas du tout. Il a estimé qu'il ne pouvait pas se considérer comme le partenaire de Lee Jun-kyung. Young In-chang s'en est ensuite voulu. Si Lee Jun-kyung a failli mourir, c'est parce qu'il n'était pas assez fort. C'est pourquoi Young In-chang s'est de nouveau approché de George. Après que George a remarqué que Young In-chang s'approchait, Young In-chang a demandé à se battre une dernière fois. En voyant les yeux de Young In-chang, il se rendit compte que Young In-chang était comme lui. Il pouvait voir le regret de quelqu'un qui ne pouvait pas protéger les autres. Il posa également la serviette qu'il utilisait et accepta de s'entraîner à nouveau. Chang était déterminé à devenir plus fort. Après son retour de l'entraînement, George a pu sentir le grand potentiel de Young et de Chang à l'intérieur de la porte qatarienne, mais il s'est senti surpris. Il pense que Young et Chang sont vraiment forts parce qu'ils deviennent de plus en plus forts à chaque fois qu'ils se battent. Cela lui rappelle le passé de Démétrius. En ce moment même, George avait devant lui Démétrius, toujours inconscient. Quelque chose poussait George à croire que Démétrius aimerait cela. De plus, George avait mentionné qu'il semblait que l'outsider était maintenant réveillé. Le visage triste, George demanda à Démétrius de se réveiller immédiatement. Car d'après George, Démétrius ne se sentait pas à l'aise dans une telle position. Heimdall est finalement retourné voir Lee Jun-kyung. Remarquant l'arrivée de Heimdall, Lee Jun-kyung lui demanda pourquoi il était venu ici. Heimdall est également impressionné par le fait que Lee Jun-kyung est capable de se déplacer. Heimdall demanda alors si Lee Jun-kyung connaissait la foudre. Lee Jun-kyung savait qu'il s'agissait d'un objet divin, de l'Olympe et de l'autorité de Zeus. Après avoir entendu la réponse de Lee Jun-kyung, Heimdall a expliqué qu'il n'y avait pas beaucoup de capacités dans ce monde qui étaient comparables à la foudre de Zeus. C'était une capacité spéciale qui était recherchée et étudiée. En entendant cela, Lee Jun-kyung pensa que c'était la même chose que le Bifrost de Heimdall, ce qui surprit Heimdall car Lee Jun-kyung le connaissait. Puis, le visage sérieux, Lee Jun-kyung dit qu'il avait quelque chose à dire à Heimdall. Heimdall comprit, mais ce n'était pas le bon endroit pour avoir une telle conversation et demanda à le suivre. Heimdall emmena alors Lee Jun-kyung dans son domaine, Bifrost. En voyant la vue sur le jardin, Lee Jun-kyung déclara que l'endroit était magnifique. Puis, sans plus attendre, Heimdall demanda si Lee Jun-kyung était un prophète ou un régresseur. Lee Jun-kyung répondit également que c'était assez proche de cela. Il dit aussi à Heimdall qu'il lit des livres. Plus précisément, un livre sur Heimdall et ses camarades. De plus, le livre parle d'une personne connue sous le nom de Roi Démon. En entendant cela, Heimdall fut très surpris. Ensuite, après avoir entendu l'histoire de Lee Jun-kyung, Heimdall demanda à Lee Jun-kyung s'il lui avait dit de croire les paroles de Lee Jun-kyung, selon lesquelles il avait tué Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung répondit que Heimdall ne l'avait pas tué, mais qu'il avait l'impression que Heimdall avait déjà deviné que l'incident se produirait. Comme Lee Jun-kyung savait même que Heimdall et Athéna étaient sortis ensemble, Heimdall pensait qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à Lee Jun-kyung.
Parce qu'il était sûr que Heimdall lui avait dit que ce qu'il disait était vrai, Lee Jun-kyung continua à lui dire que son livre n'était pas terminé. Il lui a dit que ce qui était écrit dans le livre n'était que le début, et que l'avenir du reste était quelque chose qu'il avait personnellement expérimenté. Il y a beaucoup de choses sur Heimdall qui ont disparu. Ce que Lee Jun-kyung sait n'est donc qu'une partie de l'ensemble. Heimdall comprit enfin et demanda ce que Lee Jun-kyung savait sur Heimdall. L'objectif de Lee Jun-kyung était... Lee Jun-kyung a également répondu qu'il voulait changer le futur déraisonnable qu'il vivait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient changer à partir d'ici. Bifrost ne distingue pas les mensonges de la vérité, mais c'est juste pour juger si quelqu'un essaie de faire du mal à Heimdall. Lee Jun-kyung s'est donc excusé en son fort intérieur de ne pas avoir pu tout dire à Heimdall, car changer l'avenir ne faisait pas partie de son rôle. En fait, il est arrivé et en ce moment même, Inev rend visite à Lee Jun-kyung depuis la fenêtre de sa chambre. Lee Jun-kyung ne peut s'empêcher de penser qu'Inev s'est faufilé dans la table ronde. Il lui demande donc ce qui s'est passé. Avant de lui dire ce qu'il voulait dire, Inev s'est excusé pour son impolitesse car il s'était mis en danger en venant à cet endroit pour demander de l'aide à Lee Jun-kyung. Lee Jun-kyung pensait également avoir entendu Inev lui demander sa protection, mais il ne devait rien avoir à gagner. Inev s'est alors agenouillé et a supplié Lee Jun-kyung pour visiter le Nil. Lee Jun-kyung a été très surpris lorsqu'un chef du Nil lui a demandé de s'agenouiller. Ils s'étaient rencontrés par hasard et s'étaient entraidés au combat à l'époque. C'est pourquoi Lee Jun-kyung trouva cela très étrange. Lee Jun-kyung demanda alors pour quelle raison. Alors qu'il s'apprête à donner ses raisons, quelqu'un trouve Inev et crie à l'intrusion. Inev, paniqué, répond que c'est à cause de Redor et supplie Lee Jun-kyung de venir au Nil. Après lui avoir dit ce qu'elle voulait lui dire, Inev s'enfuit précipitamment. En entendant la requête d'Inev, Lee Jun-kyung pensa que cette chose n'aurait dû être connue d'aucun chasseur. Mais s'il y pensait, ils sont immédiatement allés aider Hercule après l'avoir vu changer. Un peu plus tard, Young In-chang s'est précipité et a demandé si Lee Jun-kyung allait bien. Lee Jun-kyung a également dit que ce n'était pas un gros problème et lui a dit qu'Inev était venu pour parler. À cause de cet incident, après, alors qu'il venait de terminer l'escalade d'une falaise, Lee Jun-kyung s'est dit qu'il allait peut-être devoir affronter une falaise encore plus grande. Les négociations de la table ronde étaient enfin terminées. Depuis le début, discuter de la guerre avait été la faute d'Athéna. Ainsi, puisque l'Olympe n'avait pas tenu sa promesse, il devait en assumer la responsabilité, ainsi que le fait qu'Athéna ait parlé de la guerre. Lee Jun-kyung et Jung In-chang peuvent enfin rentrer chez eux, mais soudain, quelqu'un les arrête. Réalisant que c'était la voix de George, Jung In-chang demande à Lee Jun-kyung de reculer et lui demande ce que George est en train de faire en ce moment.